Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Palais Brognard pour cette rencontre finnovante sur l'identité numérique organisée par Finance Novation. Alors cette matinale va se composer en 2 conférences avec des experts issus qui font partie du pôle Finance Novation. Alors en quelques mots, pour rappel, Finance Novation est une association qui a été créée par l'État qui a pour objectif de rassembler les acteurs de la finance autour de la transformation digitale et durable des métiers financiers et l'innovation. Aujourd'hui, on a un écosystème de plus de 600 membres répartis en 7 filières: la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, l'immobilier, la finance durable, la gestion et financement d'entreprise et tout ce qui est crypto Web3. Alors, pour petit rappel, on organise régulièrement des événements au Palais Brognard. On a des groupes de travail, on organise également des rencontres de grands groupes start-up. Et notamment, le 30 avril 2025, on organise l'événement Bank Tech Day, qui est un événement dédié à l'innovation pour le secteur bancaire, qui aura lieu au Palais Garnier. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, je vais laisser les intervenants commencer. Bonne matinale. Merci Anne et bonjour à toutes et à tous, ici présents ou en ligne. Alors je m'appelle Charles Plessis, je suis associé au sein du cabinet Bipart Consulting, donc une boutique conseil spécialisée dans l'accompagnement des acteurs de l'industrie financière, fintech ou institutionnelle. Nous intervenons en Europe, en Afrique sur des problématiques cross-border en combinant expertise réglementaire et métier. Mais aujourd'hui, je suis surtout honoré d'animer cette table ronde autour des sujets en lien avec l'identité numérique. Et en guise d'introduction, je pense que voilà, je souhaitais partager quelques éléments de réflexion pour lancer cette matinée. Aux États-Unis, donc 13 États ont déjà adopté ce qui s'appelle la Mobile Driver's License, qui est un outil qui permet, au-delà de sa fonction première, finalement, de donner accès à un ensemble de biens, de services, de lieux, voire également de voter, donc à un ensemble assez important de la population américaine, avec un intérêt très marqué des acteurs de la tech comme Apple, ce qui suscite aussi des questions sur les limites des acteurs publics et privés en matière d'identité et d'identité numérique. En Inde, on a un programme qui est le programme Aadhaar, qui a permis à 1,2 milliard de personnes d'accéder à une forme d'identité, sachant qu'en Inde, la grande majorité des personnes n'avaient pas de document d'identité papier, et donc un accès qui est ouvert à des services publics et privés pour un coût estimé à 1,5 milliard de dollars et des bénéfices estimés notamment en matière de lutte contre la fraude autour de 12. Et puis en Europe, après eIDAS, nous avons eIDAS 2. Alors, de manière un petit peu caricaturale, provocatrice, mais aussi pour lancer le débat, est-ce qu'on peut se dire en matière d'identité numérique, comme pour d'autres sujets, que les États-Unis innovent, la Chine ou l'Inde copient et l'Europe régule? Alors, bon, on va voir effectivement que la caricature n'est pas toujours bonne conseillère, mais en tout cas, j'espère que les deux tables rondes de ce matin permettront de répondre à ce type de questions. Et en ce qui concerne cette première table ronde, elle sera structurée autour de 3 temps. Donc un premier qui va être un voyage dans le temps, qui va nous ramener aux prémices de l'identité numérique. Un deuxième qui sera de clarifier ce qu'on entend par identité numérique, avec un certain nombre de concepts, mais aussi d'éléments d'organisation, de schemes notamment. Et puis enfin, un focus sur eIDAS 2 et ses impacts, avant de passer la main à la deuxième table ronde sur notamment les use cases. Et pour cela, rien de mieux que d'avoir un panel de 3 personnes qui vont nous éclairer. Et donc, avant de démarrer la table ronde, je vous demanderai de vous présenter chacun d'entre vous succinctement. Bonjour, Salomé Guetta, je suis avocate en droit du numérique. Je travaille sur tous les sujets liés aux nouvelles technologies. J'ai travaillé 4 ans pour le secteur financier, donc sur tous les sujets liés à la digitalisation du secteur financier pour les banques, l'assurance et l'asset management. Et aujourd'hui, je travaille chez Bold. On a un cabinet d'avocats spécialisé dans l'accompagnement des startups et entreprises innovantes au sens large. Et voilà, on fonctionne à l'abonnement illimité. Et voilà, je travaille sur tous les sujets liés au RGPD, la signature électronique, etc. Enchantée. Je prends ton micro. Bonjour à tous, moi c'est Emmanuel
Papadacci, je dirige l'antenne parisienne de l'accélérateur de start-up Le Village by CA, qui est le plus grand accélérateur de start-up en Europe. C'est 1300 start-up accélérées à l'instant T. Il y a à peu près 6% de l'écosystème tech français. Et dans notre accélérateur, on a à peu près 20% de fintech. Donc c'est vrai qu'on est à la fois très fort en fintech, on connaît très très bien ce marché. Et forcément, le sujet nous parle beaucoup. Mais on a aussi des startups de tous les secteurs. Et en fait, on voit assez bien comment ce sujet, en fait, il dépasse largement le sujet de la banque, de la finance. Et il innerve l'ensemble de l'écosystème, je dirais, et des secteurs français et de tous les jours. Voilà. Et donc j'aurais à cœur aujourd'hui de témoigner la frontière, justement cette espèce de frontière, comment elle devient de plus en plus floue sur ce sujet hyper important de l'identification, de l'identification des individus. Et bonjour à tous, donc je m'appelle Marc Norlin, je suis le directeur général d'IDnow en France, qui est un des leaders européens de la vérification d'identité à distance. Et depuis 2010, on travaille sur des questions d'identité numérique. Merci à tous les trois. Et donc, comme on l'évoquait, Salomé, peut-être un petit retour dans les années 90, un brin de nostalgie pour voir effectivement tout le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Ça pourrait être effectivement aussi un petit rafraîchissement pour tout le monde. Merci. Oui, alors on voulait revenir un petit peu en arrière pour bien comprendre comment on en est arrivé au développement d'une identité numérique européenne standardisée. Et donc, même si on a remarqué une considérable augmentation des échanges et des services à distance depuis le Covid, finalement, cette révolution, elle a démarré bien avant, donc dans les années 90. Et comme le disait Charles, c'est les États-Unis, encore une fois, qui ont commencé à innover sur le sujet avec le Digital Signature Standard, le DSS, que vous devez connaître dans les années 91, et qui a mis en place une première loi, la loi américaine e-Sign Act, qui a reconnu la validité des signatures électroniques. L'Europe a suivi quand même assez rapidement en 1999 avec la directive définissant un cadre juridique pour la signature électronique. Et en 2014, le règlement européen eIDAS, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, et qui avait pour objectif de susciter une confiance accrue dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Ce règlement, il est entré en vigueur en 2016, donc il est obligatoire pour tous les États européens et il permet notamment la reconnaissance mutuelle des signatures électroniques dans l'Union européenne. On va le voir, ce règlement, il a mis en place plusieurs niveaux de sécurité des cachets électroniques. Et en 2020, on a eu le Covid et une nette augmentation encore des échanges et des services à distance. Et qui dit dématérialisation des processus et des échanges, dit nouveaux risques et nouveaux enjeux en termes notamment de sécurité des données, de protection de la vie privée, d'usurpation d'identité, de phishing. Et voilà, on va en parler aujourd'hui. Merci Salomé. Donc effectivement, un petit voyage dans le temps, un retour en arrière et qui montre que finalement derrière l'identité numérique, on a démarré petit par la signature électronique, mais finalement derrière, il y a un certain nombre de briques ou de concepts qui sont rajoutés pour aller jusqu'à ce qu'on appelle désormais l'identité numérique. Mais concrètement parlant, de quoi parle-t-on? Alors peut-être Marc, effectivement, à travers ton exemple et ton expérience, qu'est-ce que l'identité numérique, à la fois, on le verra d'un point de vue technologique et métier, mais aussi d'un point de vue réglementaire, et comment tout ceci s'articule de manière cohérente, en tout cas on l'espère. Alors, l'identité numérique, la définition qu'on en donne dans les textes dont Salomé vient de parler, c'est vraiment quelque chose qui permet à un utilisateur de prouver qu'il est à distance. Il y a des tas on peut prendre plein de choses par identité numérique. Il y a les traces que vous laissez quand vous vous promenez sur Internet, ça fait aussi partie de ça pourrait être considéré comme faisant partie aussi de votre identité. Mais là, on est vraiment dans une définition très réglementaire de votre identité. C'est qui vous êtes au regard de l'état civil et comment vous prouvez cette identité pour des besoins réglementaires. On va parler des directives anti-blanchiment. Je pense que c'est un peu un élément important aujourd'hui. Tous les acteurs de la place financière sont obligés de vérifier l'identité de leurs utilisateurs et l'identité numérique, c'est un moyen de répondre à ça. Le règlement eIDAS, dans sa première version, il a
installer l'identité numérique en Europe dans un cadre assez peu contraignant. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation. La seule obligation qu'il y avait, c'est si les solutions existent, elles doivent être interopérables. Donc, tous les États qui mettaient en œuvre des solutions d'identité numérique pour accéder à des services publics devaient s'assurer qu'elles étaient interopérables entre elles. Donc, il y a une infrastructure d'interopérabilité aujourd'hui des identités numériques en Europe, avec des écosystèmes qui sont très hétérogènes, je dirais tant en termes de technique qu'en termes de déploiement. Les Belges sont avant, enfin, on ne va pas parler des Estoniens, mais les Belges sont avancés avec la solution It's Me, les Italiens sont extrêmement développés avec leur solution Speed. France Connect, ça fonctionne aussi très très bien en France. Et à côté de ça, les Allemands sont très en retard, par exemple, comme souvent sur les sujets numériques. Pour donc continuer un petit peu sur les définitions, donc voilà, on sait maintenant ce que c'est que l'identité numérique. Peut-être définir ce que c'est qu'un moyen d'identification électronique, parce que donc pour que ça fonctionne, il faut bien un contenant en fait qui va contenir toutes ces données personnelles. Et donc, ça va être généralement une application, par exemple, sur un smartphone, une carte à puce, comme par exemple dans les nouvelles cartes d'identité, ou aujourd'hui de plus en plus la biométrie. Donc, c'est l'élément qui contient les données personnelles qui permettent à l'utilisateur de s'identifier ou de s'authentifier. Et tout ça, ça fonctionne aussi, on va parler sûrement de schéma d'identification numérique. Et donc, le schéma d'identification numérique, c'est quoi? C'est une personne qui veut s'identifier sur un service. Donc, par exemple, moi, je veux bénéficier d'une formation avec mon compte CPF. Un fournisseur de services qui va, lui, vouloir me proposer sa formation et pour que je puisse en bénéficier, va m'imposer de m'identifier ou de m'authentifier. Et entre les deux, un fournisseur de services. Et lui, il va donc m'imposer le fournisseur de services, pardon, va me permettre voilà, de prouver mon identité, pardon. On a aujourd'hui donc 3 niveaux de garantie et là ça va être important, on en parlera après. Vraiment, la CNIL, donc le régulateur européen en matière de données personnelles, va s'assurer du principe de minimisation, c'est-à-dire qu'on va vraiment prouver son identité avec le moins de données possible. Donc si c'est uniquement pour s'inscrire sur un site de rencontre ou un site de e-commerce, un réseau social, on va plutôt partir sur un moyen faible avec juste un identifiant, un mot de passe. Certains services vont demander plutôt un niveau de garantie substantiel, donc notamment dans le secteur financier avec une double authentification. Et pour des actes encore plus importants comme déclarer une naissance, voter, on va avoir besoin d'un niveau de garantie élevé. Et donc, il va s'appuyer encore une fois sur une double authentification, mais avec au moins un des 2 moyens qui sera garanti par l'ANSSI. Emmanuel, peut-être. Oui, alors un petit complément. Alors, en fait, je vous disais que bon, je dirige le village by CA, donc moi j'ai des acteurs j'ai des startups tous les jours, d'entrepreneurs tous les jours qui sont dans tous les secteurs, et je dirige le village depuis 1 mois et demi. Avant, j'ai fait 15 ans de carrière dans le secteur de la fintech, de la banque, etc. Et avec un petit trou pendant 2 ans dans l'univers du retail. Alors, je vais pas citer le nom de l'acteur, mais c'est vrai que ça m'a pas mal ouvert les esprits parce que j'ai travaillé dans un des acteurs français le plus grand du paiement 3 fois pour plein de retailers, etc. Et en fait, toutes ces expériences cumulées m'amènent à plusieurs réflexions. On a fait un petit récap historique. Alors moi, j'aimerais en faire un qui est encore plus ancien. Je pense que l'identité numérique a été inventée sans doute au moment des Templiers. Parce qu'à un moment donné, il fallait identifier que quelqu'un était une personne à Madrid, et lorsque la même personne se pointait à Jérusalem, c'était la même personne, et qui était bien titulaire d'un actif qui permettait d'émettre une lettre de créance. Donc en fait, le sujet qu'on adresse, c'est un sujet qui est très ancien, et qui est finalement assez cœur quand on est banquier, en fait, je pense. Qu'on soit une fintech, un acteur... parce qu'une banque, à la fin, si on réfléchit vraiment de façon intellectuelle, c'est une entreprise qui est capable d'identifier un individu et de le reconnaître par la suite et d'ajouter des méta-informations à l'individu qui est sa capacité à rembourser un crédit, à avoir une sorte à certifier qu'il a une capacité à faire quelque chose. Bon. C'est un peu théorique, mais c'est tout ça pour dire que
ce sujet qu'on voit sous l'angle réglementaire et tech, là aujourd'hui, en fait, c'est un sujet qui est pour moi cœur dans notre industrie. D'ailleurs, on pourra en parler tout à l'heure, mais d'ailleurs, ça pose des questions. Les acteurs établis, vs les startups qui s'installent, qui prend la valeur. Un acteur, une startup, voilà, invente un super produit, mais ça aide, mais il se compare pas un peu de la valeur aussi. Enfin, là, bref, ça pose des enjeux quand même stratégiques assez colossaux, je trouve. Alors ça, c'est ma première réflexion. Ma seconde, c'est que j'ai découvert, en sortant de mon petit monde de la banque, que en fait, on n'est pas les seuls à faire ce travail d'identifier un client, quelqu'un, et à dire ce gars-là, je le connais, quoi. Et alors, les commerçants le font tous les jours. Ça s'appelle un programme de fidélité, un programme d'abonnement. Et Dieu sait que ça engage quand même des sacrés éléments chez eux, hein, parce que quand vous souscrivez un abonnement chez un opérateur téléphonique, derrière, vous vous engagez à rembourser. Donc eux, ça les engage dans un truc assez colossal. Et des entreprises commerciales meurent de savoir mal identifier une personne. Je parle même pas des risques de fraude, etc. Et donc, c'est cette question de comment on identifie un individu à distance grâce à ces traces numériques, comment on a un niveau de confiance suffisant et comment on l'ajuste en fonction de la tâche qu'il veut faire. Voilà, quand on prend un voyage à 5 000 €, c'est pas pareil que de commander un goodies à 10 € qui arrive au même endroit. Donc cette graduation dont on parle là, et cette question-là, en fait, les banquiers découvrent que eux, ils l'ont toujours traité de façon très forte sur des enjeux, je dirais, de régulation et puis financiers très forts. Mais en fait, ça vient se télescoper avec plein de démarches qui existent depuis assez longtemps. Et ces deux mondes sont côte à côte. Et moi, je vois mes entrepreneurs, eux, quand ils démarrent une entreprise, que ce secteur, ils se disent pas les banques, c'est les pros d'identification, puis les startups, oui. Enfin, eux, ils ont un problème à résoudre, ils prennent la meilleure brique, celle qui va vite, etc. Je vois bien que dans le domaine du voyage, du e-commerce, du transport, ce sujet-là, il est clé. Et je pense que ces deux mondes qui étaient un peu côte à côte sont en train de se télescoper totalement. Je ne sais pas où ça va tomber. En tout cas, il y a un enjeu business qui est assez énorme. Et aujourd'hui, le vrai sujet aussi, c'est que si les acteurs bancaires ne se mettent pas dessus, si les acteurs français du e-commerce se mettent pas dessus, ceux qui vont se mettre dessus, c'est ceux qui sont en train de gagner la bataille pour l'instant aujourd'hui. Hein. Donc c'est les réseaux sociaux. Hein. Parce que quand même aujourd'hui, on s'identifie quand même pas mal tous les jours par Google, par Meta, etc. Donc il y a aussi un petit enjeu de souveraineté quand même à la fin derrière. Et je vois même pas le chapitre de la donnée, comment l'utiliser derrière, etc. Quoi. Voilà. Donc ça c'est un point que je voulais poser, un peu pas de prise d'auteur, mais de vision externe à notre microcosme, parce qu'on reste un microcosme fintech, banque, etc. Ce sujet il est beaucoup plus large et il pose des enjeux assez majeurs, je pense, devant nous, quoi. Et merci Emmanuel, effectivement, pour cette prise de hauteur, effectivement, sur l'ensemble des secteurs qui vont être impactés. Peut-être Marc aussi, pour donner un peu plus de concret, effectivement, par rapport à la notion d'identité numérique, comment est-ce que des solutions comme celle de ID Now permettent finalement de s'inscrire dans le cadre réglementaire que Salomé évoquait, et puis les enjeux métiers qu'évoquait Emmanuel? Si on regarde aujourd'hui ce qu'il y a J'ai plus de piles dans le micro, je pense. Si on regarde aujourd'hui comment les acteurs économiques qui sont répondent à leurs obligations réglementaires de vérification de l'identité de leurs utilisateurs. Donc ID Now en 2024, c'est à peu près 100 millions de vérifications d'identité à travers l'Europe. Donc il y a plein de solutions qui existent, celle d'ID Now, celle de concurrents, qui permettent de faire une vérification d'identité one shot, je veux dire. Vous passez à travers un process qui n'est pas toujours très marrant à faire. Plus la réglementation est élevée, plus le process est contraignant pour l'utilisateur. Et à la fin, vous avez effectivement accès aux services que vous avez demandé. En France, le niveau pour les services financiers, c'est un niveau qui est défini par l'ANSSI qui s'appelle
l'acronyme c'est PVID, prestataire de vérification d'identité à distance. C'est assez exigeant et assez contraignant pour l'utilisateur et ça nuit un petit peu au taux de transformation des services en ligne, hein, sur ces actions-là. Du coup, les solutions qui sont actuellement utilisées, elles prennent du temps, elles sont souvent pas réutilisées pour un deuxième temps. Dans un deuxième temps, elles ont un coût qui du coup est pas amortissable sur plus d'un service. La grande révolution que va amener l'identité numérique ici, c'est que le coût d'une vérification unitaire qui aujourd'hui est porté par un acteur tout seul pour ses propres besoins, il va être amortissable sur plusieurs cas d'usage. Le même travail de vérification initiale d'identité, il va être découpé en plein de petits morceaux et on va pouvoir l'amortir sur tous les cas d'usage pendant la durée de vie de l'identité numérique, qui est techniquement de 5 ans dans le règlement eIDAS. Techniquement peut-être un petit peu moins en fonction de la fréquence de remplacement des téléphones et d'autres facteurs techniques. Mais au moins, ça va permettre de mettre à disposition de services qui, pour l'instant, soit à cause des frictions que ça entraîne, soit à cause du coût qui est jugé prohibitif pour le service en question, n'ont pas moyen d'accéder à un niveau de vérification d'identité suffisant. Ça va mettre ça à disposition de plein de services. Et à mon avis, il y a des opportunités de business pour des startups incubées par le Crédit Agricole qui sont assez incroyables parce qu'il y a plein de cas d'usage. Aujourd'hui, on se dit, bah non, je peux pas me permettre ça. Donc, en fait, mon business model, il s'écroule parce que je peux pas me permettre une vérification suffisamment fiable de l'identité de l'utilisateur. Et là, ça va être à la portée de tout le monde. Et ça, ça va être un vrai changement de paradigme dans les années qui viennent. Et le deuxième élément technique qui va beaucoup changer, c'est quelque chose qui, alors on anticipe un petit peu, on est en train de faire un petit peu dans le désordre et parler d'eIDAS 2, mais il y a des attributs complémentaires qui vont être accessibles via les fournisseurs d'identité qui vont être super importants. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre dans votre téléphone tout un paquet d'informations sur vous qui sont vérifiées et que vous pourrez transmettre, si vous le voulez, au service qu'ils demandent. Ça peut être votre adresse postale, votre adresse email, votre numéro de téléphone vérifié, votre quotient familial au regard des impôts, tout un paquet d'informations qui vont fluidifier les parcours de façon absolument incroyable. Et avant de basculer sur eIDAS 2, peut-être, alors sans trop dévoiler, mais et notamment sur l'axe réglementaire, un acteur comme IDNOR est consulté dans le cadre de l'évolution des textes et fait un peu de lobby, subit, intervient. Comment voilà, évidemment, on est entre nous, hein, personne ne divulguera d'informations en dehors de cette salle et de l'espace en ligne, mais comment est-ce qu'on intervient en tant que fournisseur de solutions? Donc, on a des développements à assurer, enfin, c'est des investissements très importants. La réglementation, si elle évolue, peut être vue comme contraignante ou comme opportunité. Mais du coup, voilà, comment anticiper, contribuer aux évolutions de manière à la fois à ce qu'elles soient pertinentes d'un point de vue expérience utilisateur, que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de fluidité, mais aussi de façon à peut-être orienter ou conseiller les rédacteurs de ces textes et éviter, le cas échéant, puisque ça n'arrive jamais dans le cadre réglementaire, mais il faut toujours quand même essayer de s'en prémunir, qu'il y ait de l'interprétation ou des zones de flou. Alors bon, déjà, il n'y a rien de secret parce que tout est très public. Et IDNOR, je vous disais, depuis 2010, on fait de l'identité numérique. On ne fait pas que de la vérification d'identité, on fait de l'identité numérique. Je pense que le premier produit qu'on a développé en 2010, c'était une solution d'identité numérique qu'on a fait qualifier par l'ANSSI au niveau élevé pour un opérateur télécom qui, pour des raisons de changement de conditions de marché, l'a pas déployé, mais on avait déjà développé un truc en 2010. Et la société est présente dans France Connect depuis presque le début. Puisqu'on a une solution qui aujourd'hui s'appelle Iris, qui est présente dans France Connect et qui va intégrer France Connect Plus bientôt, puisqu'elle a été certifiée par l'ANSSI en août dernier. Donc, on est
oui, il y a des investissements qui sont réalisés par la société depuis 15 ans sur ce secteur-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a un niveau d'expertise qui, je pense, est incontestable sur le sujet. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe de façon très ouverte, c'est-à-dire que la Commission européenne elle a publié le texte d'eIDAS 2 l'année dernière, et on est entré dans une phase technique qu'on appelle la législation secondaire et les actes d'exécution, qui s'appuient sur des standards techniques, et les standards techniques sont rédigés par des groupes d'experts. Donc comment ça se passe? En fait, on participe à tout un paquet de groupes d'experts pour être sûr que ce qu'on a à dire soit pris en compte. Et on a des gens qui, par exemple, rédigent un standard qui s'appelle ETSI 119.461, qui est le standard qui va être retenu pour les exigences de vérification d'identité à distance. On a des gens qui travaillent, qui sont des rédacteurs du standard sur des éléments qui sont importants pour alors la divulgation sélective et le Zero Knowledge Proof, d'accord. Donc c'est des textes qui sont coécrits par des gens qui travaillent chez ID Now. Et c'est un petit peu comme ça déjà c'est aussi un moyen de prendre l'expérience qu'on a acquise et de la réinjecter dans l'écosystème et de s'assurer que ce qu'on fait est pris en considération. Merci Marc pour avoir effectivement expliqué un petit peu comment ça se passe. Et justement, alors l'objet effectivement étant de parler de eIDAS 2, peut-être Salomé de revenir sur effectivement quelles sont les limites du règlement précédent, donc eIDAS, et ensuite pour donner un peu de perspective, expliquer effectivement pourquoi on va avoir ce règlement qui là très présent, en train d'arriver à vitesse accélérée, sans que parfois l'écosystème ne s'en rende réellement compte. Ça fait pas forcément les gros titres de la presse généraliste, mais donc du coup effectivement voir dans quelle démarche on s'inscrit, et donc le passage de eIDAS à eIDAS 2 notamment. Merci. On l'a vu avec ce qu'ont dit Emmanuel et Marc. Donc, on laisse de plus en plus de traces sur Internet. Voilà. Moi, encore hier, un courtier en assurance m'a demandé ma carte d'identité par email sur Gmail. Donc, j'étais un peu mal à l'aise en tant qu'experte en protection des données. Donc, tous les jours, on nous demande, de justifier notre identité par des moyens très peu sécurisés. On n'a dit pas de nom. Hein. Pas de nom. Voilà. Il y en a beaucoup, donc ça laisse un peu de marge. Donc, il y a de plus en plus de risques d'usurpation d'identité, de vol de données personnelles, de fraude aux moyens de paiement en ligne, d'atteinte à la réputation. Et en même temps, un risque, donc si on prend un acteur qui, si j'ai un seul acteur sur lequel il y a toutes mes données personnelles, tous mes diplômes, ma carte d'identité, etc., et que cet acteur-là se fait hacker, finalement, il y a quand même aussi un risque. Donc, la réglementation, elle vise quand même à répondre à ça. Et à faire entrer de plus en plus d'acteurs, qui n'est pas juste un seul acteur, qui soit public ou privé sur le marché, mais qui en est de plus en plus, et donc améliorer l'efficacité du process, développer les cas d'usage quotidien, inclure plus largement le secteur privé, et donc promouvoir une identité fiable pour tous les citoyens. Donc le cadre, il est un peu plus large encore que eIDAS. On a donc évidemment le RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles, qui entre en compte, avec la CNIL qui va se charger de vérifier que les prestataires de vérification d'identité répondent bien aux exigences du RGPD, et notamment en termes de minimisation des données, de privacy by design, donc que la solution soit développée en pensant dès le début à la protection des données personnelles. On a la directive NIS, qui prévoit de renforcer la sécurité des opérateurs de services qui sont essentiels à l'économie. On a la DSP2 dans le secteur financier qui a déjà imposé depuis un certain moment la double authentification. Et donc, ce règlement eIDAS qui vient d'être révisé. Et donc, l'objectif de cette révision est de permettre d'ici 2030 à tous les citoyens de disposer d'une identité numérique. L'innovation majeure, et je pense que mes collègues en parleront mieux que moi, c'est le portefeuille européen d'identité numérique, donc le wallet. D'ici 2026, tous les États devront proposer ce fameux wallet. En France, on n'est pas si en retard qu'on le dit souvent. On a déjà France Identité qui s'inscrit dans ce cadre
et qui va dès à présent qui permet déjà aux usagers grâce à la carte d'identité. Donc je ne sais pas dans la salle s'il y en a beaucoup qui ont déjà cette carte d'identité au format portefeuille, qui contient une carte à puce et qui donc va permettre grâce à une application de s'identifier déjà sur un certain nombre de services. Et cette carte d'identité, elle résulte quand même de l'adoption en 2019 du règlement européen qui visait à renforcer la sécurité des cartes d'identité. Donc cette évolution, elle était accueillie d'ailleurs très favorablement par la CNIL, puisque elle permet à la fois donc de répondre à tout ce qu'on a dit juste avant, de renforcer la maîtrise des personnes sur leurs données. Donc si j'ai envie de justifier mon âge en ligne, par exemple, j'ai peut-être pas forcément envie quand même d'envoyer ma carte d'identité ou de dire mon âge. Je peux juste dire que je suis majeure. Ça va permettre donc de faciliter la fraude, puisque la CNIL a enregistré en 2021 plus de 1700 demandes d'exercice de droit motivées par une usurpation d'identité concernant le FICOBA, donc le fichier des comptes bancaires. Et la CNIL, par contre, insiste fortement sur la nécessité de ne pas rendre ce moyen obligatoire. Donc, on pourra toujours présenter notre carte d'identité physique ou alors s'identifier de manière classique en rentrant nos données personnelles manuellement. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues et je pourrai compléter si besoin. Merci Salomé. Effectivement, comme tu le mentionnais, eIDAS n'est pas un texte qui est seul. En fait, il s'inscrit vraiment dans un ensemble de réglementations diverses, ce qui nécessite effectivement d'être en mesure finalement de couvrir l'ensemble ou de comprendre l'ensemble de ces réglementations pour être en mesure, in fine, d'en décliner des aspects très opérationnels et techniques, ce qui est à la fois un challenge, un gros challenge qui nécessite effectivement veille, compréhension et afin d'être en mesure finalement de rendre tout ça opérant. Peut-être du coup, Marc, sur le passage donc effectivement à eIDAS 2, donc le portefeuille européen. Comment est-ce que tu vois les choses et comment ça s'inscrit finalement dans une démarche porteuse sur le marché. Puis Emmanuel, on te passera la parole exactement sur ce point-là aussi. Alors comme Salomé l'a dit, c'est quelque chose qui arrive assez vite et comme tu disais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de conscience dans les secteurs concernés sur le fait que ça arrive. Voilà. Tous les États membres, alors dans le dernier calendrier, il me semble que c'est décembre 2026, doivent proposer aux citoyens, qui ne sont pas obligés de s'en servir, mais les États membres, eux, sont obligés de proposer à leurs citoyens au moins un wallet, c'est-à-dire au moins une application de portefeuille électronique. Et le public visé, c'est tous les ressortissants d'un État membre et tous les résidents non européens dans cet État membre. Donc, pour les Français, la France doit notifier à la Commission un ou plusieurs wallets qui doivent prendre tous les Français où qu'ils habitent dans le monde et tous les gens qui ont un titre de séjour français. Et tous les États membres doivent faire ça. Et en 2027, donc l'année d'après, ce qui est amusant, c'est que un énorme paquet de fournisseurs de services sont obligés de les accepter. Et quand je dis un énorme paquet, mais c'est des dizaines de milliers d'entreprises en Europe qui vont être obligées d'accepter ces wallets-là. Et ce n'est pas accepter juste le wallet français parce qu'on a une entreprise française. C'est accepter tous les wallets qualifiés au sein de l'Union européenne. Une soixantaine probablement à la fin 2027. Donc il y a un boulot qui va arriver qui est probablement dont l'ampleur est probablement pas encore complètement appréhendée par les acteurs. Et ça va être une période intéressante. Donc, comment ça va se présenter ? Très probablement une application mobile qui va permettre de protéger, éventuellement de stocker, mais ce ne sera pas forcément obligatoirement dans le téléphone, mais de protéger l'accès et à vos informations personnelles et de vous permettre de les distribuer à des fournisseurs de services qui en font la demande en choisissant je suis OK pour partager ça, mais non, je ne veux pas partager ça, etc. etc. Et ça va être un gros changement. Et les enjeux derrière, c'est qu'il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se rater à plusieurs titres parce que
c'est vraiment un changement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire ça encore au sein de l'Union européenne? Parce que c'est un écosystème complexe. L'Europe, c'est plein d'États, et au sein d'États, il y a des acteurs qui sont pas tous convergents vers les solutions. Et du coup, la Commission, elle a essayé de faire un peu le ménage là-dedans en mettant des obligations là où il fallait et en essayant de faire naître cet écosystème-là qui va avoir un impact sur l'Union européenne qui est énorme. C'est-à-dire que la Commission, elle attend un impact de l'ordre de 3% du PIB européen. Donc, c'est pas zéro. C'est un truc massif. Et si on n'y arrive pas, vous savez comment fonctionne l'Europe, il y a plein de raisons qu'on n'y arrive pas. On connaît déjà l'issue. C'est-à-dire que, comme tu le rappelais tout à l'heure, les GAFAM, ils n'ont pas attendu, ils ont lancé des initiatives qui sont assez importantes. Vous pouvez déjà stocker plein de choses dans votre wallet, qu'il s'agit qu'il soit Google, Apple, etc. Et ils font une poussée massive dans ce secteur-là. Parce que si vous contrôlez l'identité des utilisateurs, vous êtes un petit peu, vous devenez encore plus incontournable. C'est-à-dire que c'est vraiment un moyen de fixer de fixer les gens sans, et comme Salomé le disait, sans compter que après l'usage des données, il est ce qu'il est. Surtout avec des gens qui s'encombrent de moins en moins des accords bilatéraux qu'ils ont signés. Donc il y a une vraie petite course à faire là, pour arriver à être à temps, à la fois pour les États de fabriquer des solutions, de faire en sorte qu'elles soient mises en œuvre et adoptées, et à la fois pour les entreprises qui vont être ciblées par ça pour intégrer ça dans leurs produits le plus rapidement possible. Et pour des startups de monter des petites solutions, ou petites ou pas d'ailleurs, qui profitent de cet élan-là pour créer de la valeur supplémentaire. Oui, peut-être un témoignage. Vous m'entendez? Oui. Je pense qu'on a à peu près 15 ans de TechNation maintenant. D'ailleurs, nous, c'est intéressant de regarder un peu le passé, comment ça s'est passé quand une nouvelle réglementation est arrivée et qui s'impose aux acteurs établis, et comment ça génère des envies d'entreprendre et comment ça distord un marché, quoi, de manière générale. Alors, je fais un peu, pas de prise d'auteur, mais j'élargis un tout petit peu le spectre. Alors, 2-3 réflexions. D'abord, en 2025, quand il y a une nouvelle réglementation qui arrive, contrairement à 2010, qui était les premières DSP 1, 2, etc. D'abord, on a plein de fintech et de startups qui sont des acteurs établis maintenant. Donc, c'est plus les grands groupes qui viennent de réglementation, puis les acteurs agiles qui réagissent facilement. C'est tout un legacy, un écosystème. Et je pense que l'enjeu, il est aussi dur pour des fintech, des startups que pour des acteurs établis. Donc, ça va être marrant de voir d'ailleurs, après 10 ans où comment je pourrais dire, où c'était un peu facile de dire on est les meilleurs, on va plus vite, les autres sont plus longs, on va voir comment tout ça réagit. Et je suis pas sûr que ça soit aussi manichéen que ce qu'on a vu depuis 10 ans. Ça, c'est une première réflexion. Alors, moi, je suis pas du tout inquiet sur la réussite de cet enjeu, qui est de mieux sécuriser l'identification, de fluidifier les parcours, de faire en sorte que finalement on arrive à développer l'économie, parce que la mauvaise authentification d'individus, et donc réduire la fraude, fluidifier les parcours, je pense qu'on va y arriver assez facilement en Europe, parce qu'on a plusieurs assets très forts. Le premier, c'est que d'abord on est devenu un continent d'entrepreneurs. Donc en fait, si la réglementation n'est pas assez bien adaptée, si les grands groupes n'arrivent pas à être un effet de masse, et c'est un peu ce que pousse le régulateur, il y aura des entrepreneurs qui trouveront le truc malin et qui arriveront à trouver des solutions. Et d'ailleurs, les réglementations, c'est intéressant parce que souvent mes entrepreneurs, qui sont mes clients à l'accélérateur, me disent ah là, la réglementation, c'est une contrainte, etc. Au tout début, mais très vite, ils comprennent que c'est un enjeu, mais faramineux en fait. Réfléchissez, prenez les 10 plus grandes startups du monde ou que vous connaissez. À chaque fois, il y a un hack malin, comment je pourrais dire, conforme à la législation, mais un hack malin de comment j'ai réussi à gérer une réglementation mieux que les acteurs qui étaient établis précédemment.
voyez, parce qu'en fait, quand une réglementation arrive, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, hein, j'ai un business qui tourne, une réglementation qui arrive, et je fais un add-on par-dessus. Et quand je fais des add-ons successifs, à la fin, j'ai des parcours clients qui, à la fin, sont un peu, sont pas optimisés, etc. Et quand je crée une entreprise du ex nihilo, je trouve des moyens de le faire, non pas en amélioration continue, mais en faisant un pas de côté. D'ailleurs, bon, je pense que l'entreprise, elle vient de là, quelque part. Alors, voilà, il y a ceux qui pensent, voilà, qui réussissent, et puis il y a ceux qui inventent des pelles, voilà, qui trouvent les solutions malines. Et dans l'histoire de la fintech, de l'authentification, depuis 10 ans, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris, hein, moi qui suis un vieux banquier quand même, c'est qu'en fait, on m'a toujours dit, parce qu'on est plus ou moins dans l'univers du paiement, là, grosso modo, si je fais un gros paquet, c'est la course à la massification, au coût, etc. Et en fait, les acteurs qui croient le plus vite aujourd'hui, c'est ceux qui vendent très cher. Très très cher. Mais ils monétisent quoi? Ils monétisent le plug and play. Alors, les commerçants que j'ai bien connus, pour le coup, je peux vous dire, un commerçant, un projet long, c'est 3 jours pour eux. En 3 jours, c'est le temps qu'il faut pour un banquier à faire un cadrage d'un cadrage, quoi. Vous voyez, donc il y a une prime au plug and play. Et surtout, il y a aussi une prime à faire en sorte que cette charge cognitive pour le client final, qui sera un commerçant à la fin, qu'on le veuille ou non, hein, parce que même un banquier, c'est un commerçant, hein, que cette charge cognitive des ops soit le plus en plus faible possible. Et tout ça, ça a beaucoup de valeur. Et ça peut être facturé très très cher, hein, derrière, parce qu'en fait, l'enjeu derrière, c'est des taux de transformation des campagnes digitales qui sont élevés. Donc, c'est de la valeur énorme qui est créée. Et c'est comment je capte une partie de cette valeur. Donc, on est sur un business qui est certes un business d'échelle, mais qui est de création de valeur assez forte. Et les fameux 3%, c'est comment ces acteurs qui prendront le marché prendront 10% des 3%. Donc, vous prenez le PIB européen, vous prenez 3% du PIB européen et vous prenez 10% de ça, c'est quand même un sacré marché, quoi. Et il y aura sans doute 5-6 acteurs qui vont se le prendre derrière. Et donc, je suis à peu près sûr que des entrepreneurs vont la saisir, soit individuels, soit des grands groupes, soit des startups qui sont déjà établis. Et pourquoi je suis assez confiant sur le fait qu'on va réussir, c'est que je trouve que c'est très bien que le régulateur édicte des normes pour mettre un standard minimum de sécurité, enfin minimum qu'il faut. Mais aujourd'hui, on le sait dans la tech, authentifier une personne de façon sûre, certaine, de façon graduée, c'est la data est liée à la vraie solution. Enfin, c'est le machine learning, et Dieu sait que les avancées sont énormissimes. Paris est devenu la place de l'IA aujourd'hui en Europe. Donc, on est les mieux placés pour en fait trouver des solutions intelligentes. On a des centaines de chercheurs, des milliers de chercheurs, des gens merveilleux qui savent coder en Python, qui ont capacité à conceptualiser, et on est capable de le vendre derrière. Donc, je pense qu'on a vraiment en fait capacité à récupérer ce gâteau de façon très forte, être conforme à la régulation, mais d'aller même plus loin grâce aux maths et aux stats qu'on maîtrise parfaitement, voilà. Et alors, je crois que c'est cette semaine, hein, ou la semaine prochaine, qu'il y a l'IA Summit, voilà. Je suis sûr que le sujet de l'authentification va être un des sujets clés de ce sommet. Donc, voilà, donc moi, je suis assez confiant parce que je le vois tous les jours, l'entrepreneur que j'accompagne, on va réussir à le prendre. Et ce que je trouve hyper intéressant, et je termine sur ça, c'est que pour que ça marche bien, ce business, il faut des gens qui sont capables d'utiliser la data et l'IA et de faire du business avec. Bon, c'est pas la première qualité qu'on trouve dans les entreprises établies, grands groupes et startups établis. Par contre, le legacy, il faut de la donnée. Et la donnée, elle est où? Elle est chez les acteurs établis, chez les banquiers. Donc, si les deux se marient bien, il y a de quoi créer une valeur quand même, je pense, assez énorme, et une hybridation entre ces deux mondes, avec un nouveau marché titanesque qui s'ouvre devant moi, enfin, de mon point de vue. Merci Emmanuel. Peut-être une question aussi qu'on peut se poser avant petit à petit de conclure et d'ouvrir la porte à des questions. Ça serait, est-ce qu'on va vers une morcellisation des identités avec effectivement différents types de providers, des identités plutôt orientées services publics, associées au privé, et donc toute une complexité qu'il peut y avoir à gérer au niveau d'un individu, ou bien est-ce que le cadre réglementaire va donner des directions qui permettraient effectivement à la fois de faire émerger l'innovation, de simplifier les choses. Quel est votre regard là-dessus? Peut-être Marc ou Salomé? Alors, comment ça va commencer? Je pense qu'en décembre 2026, on aura plein de wallets développés par les États.
On va avoir donc les Italiens ont lancé leur, les Anglais ont annoncé leur pour cet été. En France, on a France Identité. Tout ça, ça va arriver et ce sera la première brique. Il y a les délais de qualification, hein, parce que comme le disait Salomé, le régulateur non seulement il dit comment ça doit être fait, mais il dit aussi comment ça doit être qualifié avant de pouvoir être utilisé. Le règlement IAIDAS 2, il prévoit des énormes listes de confiance dans lesquelles il va y avoir tous les wallets. Donc pour qu'un wallet soit utilisable, il faudra qu'il soit dans une liste de confiance. Tous les fournisseurs de services. Pour qu'un fournisseur de services ait le droit de vous demander quelque chose dans votre wallet, il faudra qu'il soit dans une liste de confiance. Et tous les gens qui ont vérifié et prouvé les informations qui sont dans votre wallet, eux aussi sont dans des listes de confiance. Donc en fait, c'est vraiment des trucs qui vont vraiment être très contrôlés et très établis pour que la confiance existe. Donc il va y avoir ces wallets réglementaires et après, très vite, il va y avoir des wallets privés qui vont arriver un peu partout parce qu'ils vont ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Je pense que les États, aujourd'hui, ce qu'ils cherchent à assurer, c'est que pour les usages régaliens, et en particulier les usages régaliens critiques, du type je vais voter en ligne, par exemple, il y ait des solutions qui fonctionnent et qui soient massivement utilisées par les citoyens pour faire ça. Après, vous aurez des wallets privés qui vont arriver parce qu'ils ont combiné d'autres fonctionnalités dans le wallet. Et ce sera aux utilisateurs de choisir. Parce que l'autre élément important de cette réglementation, c'est que c'est l'utilisateur qui choisit. Il choisit quel wallet il veut utiliser. Donc peut-être qu'il en aura plusieurs. Peut-être qu'on arrivera dans un écosystème où les gens vont avoir un wallet qu'ils vont utiliser quand ils voyagent, dans lequel il y aura leur identité, leur billet d'avion, leur carte européenne d'assurance sociale, tout un petit paquet de trucs, leur réservation d'hôtel et tout ça, pour qu'ils soient sûrs d'avoir dans un coin de leur téléphone un truc qui leur sert pour les voyages. J'en sais rien. Peut-être que les banquiers vont se lancer là-dedans et qu'il y a des banquiers qui vont sortir des wallets aussi, pourquoi pas. On peut imaginer ça. En tout cas, c'est vraiment les utilisateurs qui vont décider, et donc c'est les usages, et donc c'est les acteurs. Ce sera aux acteurs d'arriver à construire des trucs qui créent de la valeur. À nouveau, si on ne crée pas de valeur, eh ben on aura 27 wallets étatiques, point. Je ne crois pas trop à ce scénario-là, mais voilà. Et l'autre question peut-être, c'est on parlait effectivement d'un calendrier. Alors on sait comment ça fonctionne et souvent les questions qui sont posées quand on parle de réglementation, c'est ok, il y a un calendrier, mais la contrainte, est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'il y a une pression très forte, notamment sur les acteurs? Et si oui, y a-t-il éventuellement des possibilités de sanctions ou autres? Ou est-ce que voilà, on est sur un calendrier ferme ou qui pourrait éventuellement déborder? Est-ce que vous avez éventuellement une appréciation sur ces aspects planning? Plus globalement, vraiment d'un point de vue un petit peu contrôle des régulateurs, etc. Généralement, quand on a des réglementations européennes, il y a déjà donc entre l'entrée en vigueur et l'entrée en application où le texte est vraiment applicable et obligatoire. Il y a toujours quand même un petit moment où les acteurs peuvent commencer à se préparer. Et généralement, et si on compare par exemple avec le RGPD où il y a encore plein d'acteurs et notamment dans le secteur financier qui sont pas conformes, il y a quand même un moment où les acteurs comme la CNIL, l'ANSSI, etc. sont là encore pour conseiller, pour accompagner à la mise en conformité et où il faut faire le max pour être conforme. Mais si vous prouvez votre bonne foi, si vous prouvez que vous faites tout, mais que vous avez mis en place un calendrier, une roadmap pour vous conformer à la réglementation, généralement les régulateurs sont assez compréhensifs et comprennent les impacts techniques et financiers que ça a de se mettre en conformité. Et en fonction, je pense aussi de la taille de l'entreprise, une start-up sera pas contrôlée de la même manière qu'un grand groupe bancaire. Donc voilà, il y a tout ça qui entre en jeu, mais généralement, c'est pas on vient vous contrôler, on vous met une sanction tout de suite et on accompagne quand même. Le but, c'est que les acteurs soient conformes et pas juste de mettre des sanctions. Mais peut-être. Oui, non, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Ça va être la contredanse ne va pas arriver le 1er janvier 2028. Après, je pense qu'il y aura un tel écart ça va tellement changer la donne et ça va tellement apporter des choses
aux fournisseurs de services, que je pense qu'il y a aussi une forte incitation à avancer assez vite, juste pour des raisons strictement concurrentielles. C'est-à-dire que si on va prendre l'exemple d'un banquier en ligne qui veut faire des ouvertures de compte, aujourd'hui, il fait un PVID ou autre, et ça lui prend 4-5 minutes avec une rupture de parcours qui peut être un peu compliqué à gérer. Avec le wallet, ça lui prendra 4 secondes. Donc, ça va tellement changer la donne que ceux qui vont arriver tard, je pense qu'ils auront raté un petit peu le train. Ouais, je pense qu'il faut. Tu as raison. Je pense que l'utilisateur, forcément, il aura un poids très fort, le client final, etc. Mais pour moi, il ne faut pas oublier l'acteur clé qui est quand même. Qui c'est qui paye à la fin? Mais qui c'est qui va payer? Ça va être les commerçants. La facture, elle va tomber où? Elle va tomber chez un commerçant. Donc, je pense que c'est les commerçants qui vont faire que ça. Et quand je dis commerce, c'est tout secteur d'activité, y compris les services financiers. C'est eux qui vont faire l'alpha et l'oméga. Donc, il faut qu'ils y trouvent leur compte. Donc, réduction des coûts de fonctionnement, taux de transformation lors des campagnes digitales, etc. Ça va être ça l'alpha et l'oméga. Pour répondre à la question, je vois mal comment on peut avoir 100 identités numériques en tant qu'individu unique. Donc, l'être humain ne peut discriminer que 7 éléments à la fois. Donc déjà, c'est pas plus de 7. Et encore, c'est des gens brillants. Sans doute 4-5. Sauf qu'il y en aura 100 de systèmes d'authentification. D'ailleurs, entre nous, on y est déjà dedans. On a tous des logins mots de passe à plein de sites web, etc. Donc en fait, je pense qu'il va y avoir sans doute une sorte de guerre de qui englobe qui, avec des méta-wallets qui vont englober d'autres wallets, qui vont même des méta-wallets qui vont englober d'autres méta-wallets, bref. Donc c'est marrant parce qu'il y a un système de qui va englober qui, avec des discussions assez marrantes sur moi je suis un commerçant, je connais bien mon client, toi tu viens avec ton wallet, mais ok, bah t'es dans moi. Et l'autre qui va dire ah non, c'est l'inverse. Et ça existe aujourd'hui, dans le paiement 3 fois, c'est le cas. Vous prenez le modèle Klarna, c'est exactement ça. Qui est quand même la plus grosse fintech européenne. On est dedans complètement dans ce sujet-là. C'est qui connaît mieux et qui va où. Donc on est totalement dans le sujet aujourd'hui dans la fintech en Europe. Et donc, à mon avis, on va tomber sur une petite loi de Pareto qui va bien, si j'en crois les données statistiques depuis 10 siècles de recherche, un petit 80-20, quoi. Et quand on demandera à Madame Michu dans 5 ans comment tu te connectes à ton administration ou à ton site de e-commerce, il y a 5 noms qui vont tomber. Par contre, quand on ouvre le paquet cadeau, je pense qu'il y aura plein de sous-acteurs en dessous. Et ça, dans le paiement, on adore englober des acteurs les uns sous les autres et faire en sorte que ça soit bien fluide derrière. Donc voilà, juste en regardant comment ça marche dans le passé, je pense qu'on va tomber sans doute sur quelque chose qui va être assez proche demain dans le futur. Parfait, merci à tous les trois. Et alors avant de laisser passer la main à la deuxième table ronde et puis aussi de prendre des questions, juste peut-être pour boucler avec l'introduction, j'évoquais les États-Unis. Alors certes, il y a 13 États qui ont adopté ce que j'appelais la MDL, la Mobile Driver's License, mais aussi, je crois, 1 ou 2 États américains sont revenus sur ce type de système. Alors pour un certain nombre de raisons qui montrent que finalement, même s'il y a effectivement une trajectoire, les conditions d'application ou les modalités dictent finalement le là de l'adoption, thématique classique, mais aussi se poser aussi des questions d'accessibilité. C'est-à-dire qu'il y a aussi effectivement un certain nombre de catégories de personnes qui peuvent, pour un certain nombre de raisons, ne pas être en capacité d'utiliser ce type de solution. Donc, il y a peut-être une forme de transition, en tout cas des systèmes effectivement physiques et numériques qui vont perdurer, ou des aménagements à identifier pour certains sous-segments de population dans le cadre de solutions numériques, ce qui va à la fois rendre possible la diffusion, aussi complexifier la donne, et puis aussi générer des opportunités. Voilà, s'il y avait effectivement quelques questions dans la salle ou en ligne, je crois que nous avons une petite dizaine de minutes, je crois qu'on a commencé à 20. Merci. Est-ce que votre exposé ne mène pas au bord d'un gouffre qui, moi, commence à m'inquiéter énormément? Ça veut dire qu'on va avoir une concentration de plus en plus forte, notamment de l'identité des personnes, avec de plus en plus d'informations. Ce qui veut dire que si jamais il y a une faille quelque part,
Qui est responsable? Visiblement, c'est l'irresponsabilité et c'est les personnes qui vont devoir tout supporter avec des conséquences énormes. Et d'autre part, on arrive, me semble-t-il, de plus en plus vers les PC quantiques, avec des capacités que l'on n'imagine pas et autres, avec une fois que tout le système s'est établi, ça veut dire que les risques seront encore probablement décuplés, multipliés par 1000. Est-ce que c'est visiblement, c'est pas dans les réflexions actuellement. Donc, est-ce qu'on n'est pas au bord d'un gouffre dans lequel on sera incapable de s'en sortir et mettant toutes les personnes dans des situations inextricables? Merci. Merci de la question. Alors, est-ce qu'on est au bord d'un gouffre? Je dirais, si on est au bord d'un gouffre, c'est pas à cause de l'identité numérique. Sur des bases de données dans lesquelles il y a des informations personnelles sur des millions de personnes, il y en a partout. Hein. Et il y en a malheureusement. Vous avez quand même des bases de données dans lesquelles il y a des informations sur des dizaines de millions de personnes. Hein, et ça commence à faire beaucoup. Et donc c'est un niveau de concentration qui est déjà pas mal. Et on sait que tous les jours, il y a des failles qui sont trouvées et des gens qui accèdent, volent et revendent ces informations. Donc ça, je dirais, c'est pas nouveau. Et, sur les architectures des solutions d'identité numérique, ce qui va très certainement se passer, c'est que les identités ne seront pas stockées dans des bases de données, mais elles seront stockées directement dans les téléphones des usagers. D'accord, et donc il y aura pas de base dans laquelle il y a tout. D'accord, c'est-à-dire que les utilisateurs, ils vont déloquer l'information qui est chiffrée sur leur téléphone et ils vont la transmettre, qui sera rechiffrée avec la clé de la personne qui a demandé, et ce sera transmis comme ça. Donc il n'y aura pas d'attaque massive où on va télécharger toute une base d'un coup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la menace qui est posée par les ordinateurs quantiques. Oui, en même temps, oui, c'est vrai, et c'est pas du tout à prendre à la légère. C'est pour ça que la Commission européenne, elle a mandaté l'ENISA, qui est le centre de compétences en cyber de l'Union européenne, pour définir le schéma de certification de ces solutions d'identité numérique. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas arriver en disant « Tiens, je vais vous fournir une solution d'identité numérique, faites-moi confiance ». Il y aura un coup de tampon dessus qui sera donné par une autorité de certification européenne. Et bien entendu que la crypto post-quantique, c'est au cœur des sujets. Donc, tout le monde a pris ça en considération. Et les solutions que nous, on utilise, on a déjà des solutions qui sont prêtes avec de la crypto post-quantique, qui ne sont pas encore activées, mais qui vont l'être. Donc, tous les acteurs ont pris ça en compte. Ça ne m'inquiète pas. Non, je suis d'accord avec Charles, c'est-à-dire que de toute manière, déjà, nos données, elles se baladent dans la nature aujourd'hui, et là, il y a un vrai risque. Et nos données, elles sont déjà concentrées, donc soit dans notre boîte mail, parce qu'un jour, vous avez envoyé votre carte d'identité, un jour, votre carte de sécurité sociale, puis plein d'informations qu'on va pouvoir combiner. Donc déjà, ça, c'est une base de données. Votre banque, elle a plein d'informations sur vous, etc. Donc, l'idée, c'est de répondre par un moyen sécurisé. Et la CNIL, ce qu'elle dit, c'est justement, on va veiller à ce qu'il n'y ait pas un acteur, et notamment un acteur étatique, qui ait toutes vos données, pour éviter que si l'outil ne fonctionne plus, on puisse plus accéder au service, et deux, pour éviter que si cet outil se fait hacker, vos données se retrouvent dans la nature. Et il y a une vraie mentalité européenne qui est contre la surveillance massive de l'État. Ça date déjà de l'après-Seconde Guerre mondiale, et c'est comme ça que les réglementations sur la protection des données sont nées. Et contrairement aux États-Unis, on lutte vraiment contre la surveillance massive de l'État. C'est pour ça que aussi les acteurs privés sont incités à innover. Et je pense que la réglementation essaye de prendre ça en compte. Et c'est sûr que c'est un sujet pas facile. Et on essaye de naviguer entre ces deux risques de surveillance massive d'un côté, de protection aussi même de la liberté d'expression. Éviter par exemple que l'État impose que sur les réseaux sociaux on soit obligé de mettre notre vrai nom et notre vrai prénom, parce que qui va sinon commenter de manière vraiment de manière vraiment honnête, etc. Donc il y a tous ces enjeux là que la réglementation essaye de prendre en compte
avec une balance des risques associés. On sait très bien que la réglementation est toujours après l'action, donc les gens ont toujours une avance sur la réglementation. Donc j'avoue que je suis assez perplexe sur votre réponse. Non, mais moi je trouve que votre remarque est très judicieuse, mais moi je l'appliquerais à l'innovation en général. On vit dans un monde où l'innovation est valorisée de façon positive systématiquement, avec un œil d'entrepreneur industriel. Moi, c'est mon métier, donc je peux pas. Mais il faut être conscient mais c'est que dans les créateurs de cette innovation, en général, on prend pas assez conscience des impacts potentiels, sociétaux, sécuritaires et sur la société et effectivement même notre système de régulation, il marche quand même globalement, parce qu'on est quand même un des pays les plus sûrs du monde quand même, mais il est a posteriori. Et je pense que ça va se régler, à mon avis, ça va se régler. Je pense que c'est une prise de conscience sociétale. Moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Xavier Pavie, qui est chercheur à l'ESSEC dans l'innovation, qui milite beaucoup pour une innovation qui prend en compte les impacts, je dirais, sociétaux et durables de l'innovation, pour contrebalancer avec la vision schumpeterienne de développement économique qu'il faut garder bien sûr, mais et avoir les deux leviers, et de toute façon on vit dedans complètement. Donc moi je sais pas si on est au bord d'un gouffre ou pas, j'en sais rien. Je suis pas assez. Moi je gère des entrepreneurs, mais je pense que votre question elle est importante, ce sujet aussi important et là quand on voit la place de l'identité dans notre société, hein, c'est un peu mon début d'intervention. Hein. Faut être très prudent sur ce concret, quoi. Exactement. Peut-être une dernière question avant de laisser la main à la seconde table ronde. Alors en live, on a des questions, on va en prendre une. Donc, quel processus le particulier devra suivre pour créer son identité numérique via son wallet, en se présentant en mairie ou auprès d'une autre entité ? Nous, on est installé en Bretagne, pas en Normandie, mais je vais vous répondre, ça dépend. Ça va vraiment dépendre de la solution du wallet. D'accord ? Il y a des wallets qui vont permettre des créations d'identités complètement en ligne. Et il y a des wallets pour lesquels il faudra aller se déplacer, soit en mairie, soit dans un bureau de poste. Voilà. Il va y avoir plusieurs types de solutions. Aujourd'hui, France Identité, pour activer la fonctionnalité entre guillemets wallet de niveau élevé, il faut vous rendre en mairie. On peut faire une dernière question alors ? Une dernière. À terme, une norme permettra d'interagir avec un service, avec n'importe quel wallet, étatique ou privé, ou bien le service choisira les wallets qui l'autorisent. Si j'ai bien compris la question, je pense qu'il y a des services pour lesquels il faut une identité régalienne. Donc, par exemple, obtenir un acte de naissance, voter, et donc le service sera obligé de mettre en place une identité numérique très sécurisée. Et d'autres services beaucoup plus classiques pour louer un vélo, acheter des baskets sur Internet, où on aura plus recours à des acteurs privés et des identités numériques soit faibles, soit substantielles. Si je peux compléter ça, le règlement européen aujourd'hui, il prévoit que le wallet, donc il y a les identités numériques, elles vont exister dans le cadre du wallet européen, mais pas que. Vous pouvez parfaitement imaginer des schémas qui sont alternatifs. Néanmoins, en 2027, les services qui sont éligibles ou contraints à l'utilisation du wallet, ils devront accepter tous les wallets, ils ne pourront pas choisir. Dire je prends le wallet français et le wallet italien, mais pas de wallet portugais et pas de wallet grec. Ça n'existe pas. Ils doivent être obligés de traiter tous les wallets qualifiés dans l'Union européenne. Bah écoutez, merci. Je pense qu'effectivement, voilà, c'est une belle entrée en matière et en espérant effectivement que ça puisse continuer dans le cadre de la deuxième table ronde, en espérant ne pas avoir trop mélangé réglementation et application. Mais nous n'avons aucun doute pour la deuxième table ronde. Merci en tout cas à toutes et à tous. Bonjour à tous, Solange Dahomey, senior manager chez Columbus Consulting, qui est un cabinet de conseil spécialisé notamment dans l'accompagnement de grandes transformations dans le secteur bancaire. Et j'ai le plaisir d'animer cette deuxième table ronde
qui vient après la première table ronde sur le contexte réglementaire et la présentation de ce qu'est l'identité numérique. Et là, on va surtout se concentrer sur la mise en pratique. Donc, comment on met en œuvre l'identité numérique, quels sont les cas d'usage concrets, les bénéfices, les freins aussi, et puis les perspectives. Donc, avant qu'on démarre et que je pose les premières questions, je vais laisser chaque participant de la table ronde se présenter. Merci Marc. Jérémy Chmiela, je travaille pour la société, donc la Banque de Lubac, qui est une banque centenaire qui a toujours eu à cœur de travailler justement sur les sujets d'innovation et donc plus récemment tous les aspects de digitalisation. Et c'est une banque aussi qui se veut crypto-friendly. Et donc, on traite ces sujets en interne et on essaie d'être un acteur majeur sur ces secteurs-là. Pierre Laboureau, moi je suis vice-président chez CG Business Consulting et je suis en charge de tout ce qui est solutions cybersécurité. Donc on accompagne nos clients sur la valeur et la stratégie autour de l'identité digitale, mais autour aussi des sujets de chiffrement et de cryptographie. Marc Nolin, donc directeur général d'IDNOW SAS en France, donc un des leaders européens de l'identité numérique et de la vérification d'identité. En termes de volume, c'est une centaine de millions de transactions l'année dernière. Alors, merci beaucoup. Je vais démarrer par cette première question qu'on a déjà un petit peu abordée lors de la première table ronde, mais qui va être quels sont les grands enjeux de l'identité numérique pour les acteurs financiers et les citoyens et pourquoi cette mise en avant aujourd'hui? Jérémy, peut-être, pour démarrer. Allez, j'ouvre le bal. Parmi les enjeux, j'aimerais en citer peut-être trois, qui seraient donc la simplicité, l'accessibilité et la sécurité. Aujourd'hui, quand on parle de simplicité, on se retrouve dans une situation où on va avoir une identité numérique qui est vraiment un prolongement digital de l'identité vraiment avec le document physique. Ça va permettre de fluidifier justement et de simplifier des parcours comme l'onboarding des utilisateurs au sein des applications. Le deuxième point, l'accessibilité. Aujourd'hui, on parle d'accès justement à des services qui vont être publics, privés, qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément accessibles parce qu'il manquait des briques. On va parler de briques logicielles, de sécurité, de transmission de la donnée. Et justement, l'identité numérique va permettre d'accélérer ces process. Le dernier point sur la sécurité, on le sait, l'usurpation, on va dire, le piratage de l'identité sont des sujets majeurs aujourd'hui. Et l'identité numérique va justement permettre de lutter contre ces risques qui sont présents depuis toujours, mais qui vont s'accélérer justement dans ce contexte digital. Marc, pour compléter. Oui, pour compléter, je dirais, on a ensuite, ce que je disais tout à l'heure, les enjeux qu'on va avoir maintenant, c'est aussi d'arriver à combiner ça avec la capacité à déployer ça suffisamment rapidement, parce qu'on a un enjeu d'écosystème derrière, qui est de proposer une alternative souveraine au niveau européen à ce que vont proposer les acteurs américains sur l'identité numérique. Merci. Donc, on voit déjà quelques bénéfices. En fait, Pierre, si on rentre et on détaille un peu plus ces bénéfices et on veut partager des cas d'usage concrets et peut-être des chiffres pour illustrer ces cas d'usage concrets, qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur ces sujets? Alors, avant de rentrer dans ces cas d'usage, on va remettre en perspective en quoi IDAS 2.0 a changé un peu la donne sur les parties prenantes de son règlement. Il y en avait 4, on peut les citer. On peut citer le fameux utilisateur et son wallet, dont on a parlé juste avant. On a aussi les services numériques de confiance qui apportent de la valeur ajoutée. On a les plateformes numériques qui vont consommer soit de l'identité, soit des services numériques de confiance, en tout cas proposer des processus beaucoup plus agiles, beaucoup plus fluides. Et puis on a les tiers de confiance dont on parlera tout à l'heure. Si on refait le focus sur l'identité digitale et son fameux wallet, la grande avancée de IDAS 2.0, c'est de fournir un wallet plus riche
avec plus d'attributs, plus d'informations, mais surtout d'être respectueux du RGPD et de la privacy. Ce que faisait pas IDaaS 1.0, parce qu'en 2014, quand il est sorti, le RGPD était à peine en train d'être réfléchi et cette remise, on va dire, en cohérence a été fait en 2024. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ce qui se cache, la notion de consentement. Oui, j'ai plus d'attributs, oui, j'ai plus d'informations dans mon wallet, mais à tout moment, l'utilisateur va consentir à les partager ou pas. Et on va pouvoir répondre à des cas d'usage un peu schizophrènes du type, on l'a cité tout à l'heure, je vais pouvoir garantir la majorité d'un accédant qui se veut anonyme. Donc, je ne veux que partager que ma date de naissance ou mon âge. Bon, on pourrait aussi avoir d'autres usages dans les votes citoyens un petit peu anonymes. On va dire, j'aimerais faire une enquête qui concerne ma ville, tout en restant anonyme, tout en s'assurant que je n'ai proposé mes informations qu'une seule fois en termes de vote ou de sondage, mais en s'assurant que j'habite bien dans cette ville. Avoir des critères de filtrage pour dire je suis légitime à ce sondage. On peut regarder ça, on le verra tout à l'heure un peu plus tard, mais on l'appliquait à un ensemble de cas d'usage, aussi bien dans le monde médical que dans le monde de l'immobilier. Voilà, on le verra peut-être dans les parties opportunités vers la fin. J'aimerais maintenant regarder le deuxième partie prenante qui était les fameux services numériques de confiance. Dans la première version de IDaaS, c'était essentiellement des notions de signature numérique, avec celle qui était de plus haut degré de sécurité ou de confiance, la fameuse signature qualifiée qui n'était utilisée ou n'utilisable que par les entreprises ou des corporations comme les notaires. Dans IDaaS 2.0, cette signature numérique de haute confiance va être utilisable par l'ensemble des particuliers parce qu'elle est instanciable à distance avec un simple téléphone et j'ai envie de dire sa carte d'identité qu'on poserait derrière le téléphone pour activer une signature numérique qui ne donnera aucun lieu d'ambiguïté sur l'acceptation d'un contrat. Donc, dit autrement, IDaaS 2.0 a amélioré déjà les services numériques qui étaient proposés et on a rajouté de nouveaux. Alors, de la traçabilité, de l'archivage, mais surtout, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les fameux services d'attributs qui va permettre à des tiers qui sont autoritaires sur une donnée de qualité, l'administration fiscale, des agences gouvernementales, mais tout autre, de proposer au travers du wallet et toujours avec consentement d'utilisateur des données à chaud, à la volée, au moment d'un processus, d'une transaction numérique qui aurait nécessité le téléchargement d'un document, qui aurait nécessité potentiellement de joindre un système à droite pour lui demander d'envoyer les systèmes à gauche. Tout un tas de choses un peu comme ça. Et quand on met ça en perspective des process qui sont devant nous, il y a, on en a parlé, une fluidité sans nom qui nous attend. Donc, si on rentre vraiment côté monde bancaire en tant que plateforme numérique et qu'on prend le fameux sujet d'onboarding, aujourd'hui, l'onboarding, la création d'un compte client from scratch, c'est un taux d'abandon de 23%. Et c'est le plus haut taux de ce type de transformation dans le secteur e-commerce, bancaire, assurance et que sais-je, 23%. Et si on demande aux acteurs pourquoi ils abandonnent, ben ils abandonnent parce que démontrer mon identité qui je suis, ça prend trop de temps. J'ai trop d'actions manuelles et le processus dans sa globalité est trop lent pour moi. Donc, je laisse tomber, j'abandonne, je passe à autre chose. Et ce qu'on vient de voir entre l'identité, son wallet et les services d'attributs, ben, globalement, ça va répondre à toutes ces problématiques-là. Sur l'onboarding, donc la création, on va pouvoir avoir une signature de qualité à la fin du process, tout en partageant les bons petits attributs qui vont bien, les bonnes informations qui vont bien, garanties par un tiers, certifiées par un tiers, conforme, pour permettre de créer, tu l'as vendu en 4 secondes, bon, peut-être en 10 secondes, mais quelque chose qui prenait peut-être un quart d'heure ou 20 minutes au préalable. On peut projeter aussi ce type de processus toujours dans le bancaire sur l'établissement d'un prêt. Pareil, on va avoir la signature de très haute qualité à la fin, mais surtout, on va pouvoir s'appuyer sur des attributs qui ne sont pas relevables de la banque, qui ne sont pas relevables potentiellement de l'utilisateur, mais qu'on va chercher auprès de l'administration fiscale avec une garantie de qualité au rendez-vous. Par exemple, le fait qu'on soit marié ou divorcé et que ça soit établi. Une attestation sur là où on vit en termes de résidence fiscale. On peut aussi avoir une attestation sur notre niveau de revenu, mais déclaré vu l'administration fiscale pour contracter un prêt. Voilà. Donc, ces éléments-là, côté banque,
il y a vraiment un enjeu de fluidifier un ensemble de process qui sont liés à la signature avec un profilage un petit peu de l'utilisateur et des meilleures données de qualité. Mais on peut aussi avoir la banque demain qui va avoir un nouveau métier ou un nouveau business. On parle de services d'attributs. Aujourd'hui, la banque ne l'est pas. Demain, elle l'est. Elle pourrait l'être. Elle a des attributs de qualité à proposer par un acteur qui veut vendre un crédit à une personne. Et cet acteur va être intéressé potentiellement à interroger la banque et savoir s'il y a de la solvabilité au rendez-vous ou un taux d'endettement qui dépasse la norme qui ferait qu'on ne pourrait pas lui octroyer un crédit. On pourrait avoir aussi des cas d'usage, par exemple, sur le RIB. Aujourd'hui, dès qu'on a besoin d'assurer, on va dire, un moyen de paiement de type prélèvement, on fournit un RIB et on ne sait pas si ce RIB, derrière, il y a un compte qui est actif. On pourrait avoir un attribut certifié par la banque qui dit « j'ai bien un compte et il est actif », ce qui donnera une meilleure information que simplement la chaîne de caractères que représente notre RIB. Voilà, tous ces éléments aujourd'hui, dans le monde bancaire, pourraient permettre à la banque de se mettre en statut de fournisseur d'attributs certifiés, sécurisés, et de monétiser effectivement ces éléments-là par rapport à un écosystème de commerçants qui seraient intéressés par ces données de qualité. Merci. Et du coup, comment s'implémente concrètement une solution d'identité numérique? Quelles sont les étapes et les bonnes pratiques à mettre en œuvre? Peut-être en démarrant par Marc. Alors, quand on est un fournisseur de services ou une relaying party au sens de la réglementation, c'est-à-dire qu'on veut consommer des identités numériques fournies par ses utilisateurs. Dans l'état actuel des choses, quand on opère en France, on a France Connect. Si le fournisseur de services est éligible à ça, donc les banquiers le sont par exemple, ils peuvent envisager d'utiliser France Connect au niveau substantiel. Et déjà dans le cadre de la réglementation actuelle en France, ça répond aux obligations d'anti-blanchiment. On peut utiliser ça, ça supprime le besoin de collecter la pièce d'identité, ça supprime toute la partie identification de l'utilisateur dans le code, qui sont mentionnés dans le code monétaire et financier. Après, on ne peut pas proposer que ça. L'enjeu d'intégration de l'identité numérique dans les parcours aujourd'hui, c'est que les utilisateurs n'en ont pas forcément une et ils ne sont pas obligés d'en avoir une. Et avec eIDAS 2, ça ne va pas changer. Les utilisateurs ne sont pas obligés d'en avoir une. Ce qui va changer avec eIDAS 2, c'est que les banquiers vont être obligés de supporter tous les wallets de tous les États. Et pour supporter tous les wallets de tous les États, ce ne sera peut-être pas très facile dans un premier temps. Donc il va y avoir nécessité qu'il y ait des acteurs qui se mettent en place, qui sont capables de faire une espèce de travail de proxy pour simplifier le boulot des banquiers et que le banquier il ait un point de connexion qui prenne en charge la complexité d'interopérabilité avec tous les wallets, parce que je pense très honnêtement que ce qui sortira fin 2026, ce ne sera pas complètement interopérable encore. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de choses qui ne seront pas prêtes. Et ensuite, il y aura aussi beaucoup de sources de données qui ne seront pas encore disponibles. Ce que prévoit le règlement eIDAS 2, c'est que tous les États membres doivent ouvrir l'accès à plein de registres électroniques pour que les prestataires de signature électronique qualifiés qui veulent devenir fournisseurs de ce qu'on appelle des attestations électroniques d'attributs qualifiés, je ne sais pas si j'ai mis tous les mots dans le bon ordre, QIA en anglais, qui puissent produire ces attestations qualifiées. Il y a beaucoup à parier que ce ne sera pas le cas dans les délais qui sont fixés dans le règlement européen. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent être, beaucoup de sources de données qui doivent être ouvertes et qu'il y a une hétérogénéité très forte entre les États. Il y a des États où les registres ils sont encore papier dans certains secteurs et où électroniser ça en 2 ans, c'est juste hors de portée. Donc là aussi, je pense qu'il y aura un travail de broker à faire pour des gens qui vont proposer des solutions alternatives pour aller chercher les attributs et pour que, côté fournisseur de services, on commence à s'orienter vers une solution
unique qui va permettre qui va permettre de rassembler un petit peu tous les use cases. À terme, dans un monde absolument idéal, quand tout sera terminé, que tout sera mis en place, que tout sera ouvert et que les wallets seront complètement déployés, ce qui va se passer, c'est que la banque, elle va juste générer un code barre dans lequel il y aura la demande d'identité et d'informations dont elle a besoin pour la transaction en cours, et que l'utilisateur, il va prendre le wallet qu'il a choisi, qui pourra être n'importe lequel, il va scanner le code barre, il va donner son consentement, éventuellement ça générera des requêtes depuis son téléphone pour aller chercher les données qui manquent, et le banquier aura sa réponse. Ça, c'est le scénario 2030, 2032, 33, quelque part. Mais en attendant, je pense qu'on a une demi-douzaine d'années où il y aura des agrégateurs, des brokers, appelez-les comme vous voulez, qui vont faire le travail de glue entre les deux. Jérémy, pour compléter. Oui, de mon côté, vous m'entendez bien? C'est bon? Ouais, super. De mon côté, je vais revenir juste sur la partie vraiment faite de mise en place peut-être et la première étape pour l'utilisateur, tout simplement. Si on prend l'exemple de France Identité numérique, l'utilisateur va être invité donc déjà à télécharger son application et puis va créer son identité numérique. Donc déjà, à ce niveau-là, on va instaurer un premier niveau de sécurité qui va s'appuyer sur l'utilisation de la carte d'identité. Donc l'utilisateur va venir scanner son document, va venir saisir le code PIN de son document, on lit les données du document, on effectue une reconnaissance biométrique et seulement après, on va créer une identité numérique dans le téléphone, qui sera isolée dans le téléphone. Elle ne sera pas stockée sur un serveur à l'extérieur ou autre. Vient ensuite le rôle, on va dire, du fournisseur de services, donc typiquement une institution financière qui va vouloir justement consommer cette identité. Donc la première étape va vraiment déjà de se déclarer et d'être habilité à venir consommer cette identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir se présenter, expliquer quels sont les cas d'usage qu'on veut accomplir avec cette identité. L'étape suivante est d'expliquer comment on va traiter la donnée et comment on va aussi la sécuriser. Une fois qu'on a instauré vraiment ce climat de confiance et transmis tous les éléments nécessaires, on va pouvoir justement inviter les utilisateurs à partager leurs éléments, leurs attributs d'identité pendant des phases d'authentification, des scénarios de KYC. Et donc, à ce moment-là, seule une entité qui aura le droit de consommer ces données pourra demander l'accès à ces informations. Et de l'autre côté, d'un point de vue utilisateur, il ne sera invité à ne partager que ce qui est nécessaire dans la transaction. Ça veut dire que comme ça a été mentionné tout à l'heure, si on a besoin que d'un nom, d'un prénom et d'un âge, par exemple, on ne communiquera que ces attributs-là. Merci. Donc là, on a parlé de l'implémentation, mais est-ce qu'il y a des freins justement au développement de l'identité numérique, peut-être culturelle, technique? Puis je pense qu'on va parler aussi un petit peu des risques de fraude ensuite. En commençant par Jérémy sur ces freins culturels, techniques. Donc très clairement, le côté culturel, quand on parle de digitalisation, d'envoyer ces données justement sur Internet, c'est toujours un grand débat et ça peut effrayer. Donc le premier point, c'est d'expliquer, d'avoir cet accompagnement et d'expliquer justement comment va se traiter le cycle de vie de ces données. Donc comme je l'ai mentionné, on parle d'une application qui est sécurisée aujourd'hui. Le premier élément, c'est d'expliquer que l'application, ça n'a pas été développé sur un coin de bureau, etc. C'est vraiment une chose qui a été développée de manière sérieuse et surtout qui a été certifiée. Donc aujourd'hui, si on prend l'application France Identité Numérique, on parle d'une application qui est certifiée par l'ANSSI et qui bénéficie du coup d'une reconnaissance d'une certification CSPN aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le code a été audité, que les processus ont été vérifiés et qu'on est OK pour dire que à la fois sur la partie stockage, création des attributs et transmission, on n'a pas trop de trous dans la raquette. Côté fournisseur de services, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc sur la partie habilitation, on va venir démontrer en fait ce qu'on va faire de cette identité, comment on va traiter l'information. Et donc c'est justement en accompagnant les différents acteurs sur les deux bords, donc on va dire l'utilisateur et le fournisseur de services, qu'on va s'assurer que de bout en bout, tous les aspects de sécurité, justement, vont être assurés et traités correctement. Et si on parle des risques de fraude? Ah oui, moi je vais enchaîner sur la partie cyber. On peut en identifier trois. Il y a un sujet autour de l'usurpation d'identité.
se la faire voler. C'est quelque chose qui va être possible, mais peut-être plus compliqué que ce qui se passe aujourd'hui en termes de phishing, d'essayer de vous amener à produire ces informations qui vous permettent de vous identifier en termes de mots de passe, en termes d'identifiant, des choses un peu de ce type. Ça va passer par deux éléments de remédiation. Le premier, c'est le MFA, le fait d'avoir une double authentification dont on a parlé, qui nécessiterait potentiellement de vous voler votre téléphone portable ou de vous voler votre carte d'identité physique, qui permet entre guillemets de déverrouiller ou de déclencher certains actes de signature. Et puis ça passera par une hygiène forcément sécuritaire. Au même titre qu'aujourd'hui, vous ne prêtez pas votre carte d'identité, vous la donnez pas à quelqu'un, ni votre passeport. Et cette identité numérique, elle ne sera pas partageable, diffusable. Il va falloir aussi protéger, j'ai envie de dire, le prêt de son téléphone ou de son équipement numérique aussi bien qu'on le fait avec son portefeuille. Parce qu'on pourra faire autant de choses que ce qu'on faisait avec l'ancien monde si on n'a pas les mêmes gestes. C'est-à-dire aussi que l'État, sûrement l'ANSSI, va faire des campagnes pour nous expliquer, pour nous amener, entre guillemets, à transiter vers faire ces usages numériques. Ça, c'est le premier point, usurpation. Le deuxième point, c'est la compromission, le fait d'aller casser quelque chose pour se l'approprier en utilisant une vulnérabilité ou en utilisant potentiellement, on en a parlé un peu tout à l'heure, la puissance quantique. Sur la partie vulnérabilité malware, il y a fort à parier que nos téléphones évoluent un peu de la même manière que nos PC et que un écosystème s'installe pour mieux sécuriser, je devais dire, le comportement, ce qui se passe à l'intérieur de nos téléphones, à l'image de ce qu'on pourrait envisager en termes d'antivirus dans l'ancien monde. Voilà, c'est une tendance qui va arriver, qui va être complètement intégrée au fur et à mesure que se développe ce type d'usage. Pour la partie quantique, ce qu'on sait effectivement, c'est que tous ces mécanismes de confiance sont basés sur des mécanismes de chiffrement, on parle de clés asymétriques, qui font que pour casser cette clé, il faut avoir à peu près le temps de l'univers. Le quantique devant soi. Le quantique remet ça en cause et diminue de manière drastique ce temps-là, mais des algorithmes ont été inventés qui permettent, en utilisant une puissance quantique, de retomber sur ces tâches de l'univers pour casser ces fameuses clés. Ces clés, la théorie existe, la mise en pratique commence et globalement, les systèmes qui sont en train de sont créés actuellement autour de ces identités numériques prévoient d'intégrer ces futures librairies de chiffrement et prévoit aussi de les déployer au fur et à mesure que le risque quantique évoluera. Et donc, vu l'utilisateur, il aura peut-être à réinitialiser sa carte numérique, il y aura peut-être des choses un peu de migration, plus ou moins connues, plus ou moins maîtrisées, ou derrière directement dans le téléphone, mais ces éléments-là sont maîtrisés à date. Et puis le troisième point, c'est on a parlé de tout un tas d'acteurs tiers comme les services d'attributs qui vont à chaud permettre de donner de l'information. Et là, il y a fort à parier qu'au même titre que les Jeux Olympiques, il y a des tentatives d'attaque de ces mécanismes-là pour les mettre en défaut ou pour essayer d'aller modifier leurs données. Donc on a vu que modifier leurs données, il faudrait passer au-delà des mécanismes de certification qui sont assurés que là que l'administration fiscale qui donne tout un tas d'informations sur l'étagère puisse se voir compromettre ces données. Il faudra quand même mettre une certaine énergie pour le faire. Quant au déni de service, aujourd'hui, c'est des problématiques de résilience. Et au même titre que ce qu'on a vu au niveau des Jeux Olympiques, il y a des réponses à ça. C'est une question de puissance de calcul, c'est une question de répartition de l'énergie dans un monde assez cloudifié. Et on sait y répondre. Ok, merci. Donc, on a parlé notamment de la méfiance et du frein culturel. Quel est le rôle des différents acteurs, banques, fournisseurs technologiques, pouvoirs publics, pour créer ce climat de confiance et le rôle aussi des autorités telles que l'ANSSI, la CNIL et puis aussi, est-ce qu'il y a des niveaux d'adoption aujourd'hui différents en fonction des États, notamment en Europe? Marc? Alors, je vais commencer par la fin de la question. Oui, c'est très hétérogène le succès des solutions d'identité numérique en Europe en fonction des pays. C'est très hétérogène à la fois en taux d'adoption et en périmètre. Donc, tout le monde va vous parler du scénario estonien, qui est une sorte de rêve, mais qui est limité à 1 million de personnes. Donc, c'est Bordeaux, quoi, grosso modo, pour vous donner une idée de taille. Donc, sans vouloir enlever à leur mérite, c'est beaucoup plus facile de gérer ce type de solution sur des toutes petites populations quand on part de zéro.
Tous les autres États européens, ils ont une histoire et un héritage à traiter quand ils mettent ça en place. Et ça explique beaucoup de... c'est une bonne clé de lecture pour comprendre ce qui se passe. Que historiquement, en Allemagne, la gestion de l'identité est un vrai sujet. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à assez récemment, les personnes n'avaient le droit de photocopier la carte d'identité d'un Allemand. C'était interdit de garder une copie. Donc, du coup, tout ça, c'est très faiblement, tous ces sujets-là se sont très faiblement digitalisés. Et l'application, alors que c'est un pays qui a une carte d'identité à puce depuis 20 ans, je crois, peut-être même plus, hein, l'usage de la partie EID de ce titre-là est super faible. C'est quelques pourcents de la population qui s'en sert, qui l'a activé. En France, on a eu la même réticence sur les plus anciens parmi nous se souviennent du projet INES et de toutes ces itérations. Il y a eu un rejet de la carte d'identité à puce pendant des années et des années et des années. Hein. La carte qu'on a aujourd'hui, je pense que le premier projet date des années 90 et il ne sort que maintenant. À côté de ça, France Connect, c'est un vrai succès. Et si on prend... Et si on essaie de comprendre pourquoi, c'est des plateformes. Ce qui a bien marché en France, France Connect, c'est une plateforme. En Italie, Speed, c'est une plateforme. Speed, c'est un succès absolument incroyable. Ils ont 100% d'adhésion dans les 18-30 ans et ils ont pratiquement toute la population italienne qui se sert de ça. Imaginez France Connect avec 11 fournisseurs d'identité dedans, pratiquement tous privés. Et un modèle économique. En France, on a France Connect avec un acteur privé seulement dedans, c'est nous, et pas de modèle économique, c'est-à-dire qu'à date, on n'est pas payé pour faire ça. Petit message, si jamais quelqu'un nous écoute, à Bercy. Et vous avez It's Me, où là, c'est l'exemple d'un truc où la collaboration a super bien fonctionné en Belgique, puisque vous avez toutes les banques, tous les opérateurs de com et l'État qui se sont mis ensemble pour fabriquer un truc. Inimaginable en France, ça. Inimaginable. Où la culture de la coopération et entre acteurs du même secteur n'est pas encore arrivée. Donc, il y a des facteurs qui font que c'est très différent en fonction des États. Et j'ai oublié le début de la question. Et le début de la question, c'est du coup, comment les acteurs, banques, fournisseurs techniques, pouvoirs publics peuvent instaurer le climat de confiance, justement, face aux freins qu'on évoquait tout à l'heure. C'est ce que disait Jérémy, c'est-à-dire qu'il y a le pilier de la confiance en Europe, c'est la certification. Vous allez avoir un petit logo sur toutes ces applications pour dire qu'elles sont qualifiées par l'Union européenne. C'est le truc magique qui fait que ça marche. Donc, ça doit assurer les citoyens que la solution qu'ils ont installée sur leur téléphone, c'est pas n'importe quoi, c'est pas fait n'importe comment, et ça protège leurs données. Et de la même façon, le fournisseur de services qui veut accéder à leurs données, lui aussi, il a été autorisé au travers d'un process d'enrôlement, et son identité est présente dans un annuaire centralisé qui l'autorise à vous demander votre information. Pas à y accéder, hein, à vous demander votre information. Donc ça, c'est un truc... Voilà. L'autre élément qui est important et dont on n'a pas encore parlé, mais dans le wallet européen, les utilisateurs ils vont pouvoir révoquer l'autorisation. Et un truc que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui facilement, parce qu'aujourd'hui, si vous écrivez au DPO d'une société quelconque en lui demandant de bien vouloir effacer toute trace d'enregistrement vous concernant dans son système, vous avez quand même pas mal de chances d'avoir une réponse automatique et puis pas grand-chose qui se passe derrière. Les systèmes qui vont être qualifiés aujourd'hui, et pour y avoir accès, aujourd'hui dans votre wallet, vous pourrez dire je veux que, je ne sais pas, la société X m'oublie. Il supprime toutes les informations qu'elle a sur moi et vous allez le demander dans votre wallet. Vous allez appuyer sur le bouton et ça va être fait. C'est magique ça. En termes d'imbrication des règlements dans l'Union européenne et où on voit qu'il y a, contrairement à ce que certains, ou même à ce qu'on peut penser de temps en temps, il y a une vraie stratégie et les règlements sont super bien imbriqués. Ils n'arrivent pas toujours exactement à la date prévue, mais tout ça est super bien imbriqué. Il y a IDAS 2,
qui vient appuyer un truc sur qui vient actionner quelque chose qui est prévu dans le RGPD et qui vient préparer le règlement sur l'anti-money laundering qui arrive comme par hasard en vigueur à peu près en même temps que tout ça. Donc tous les trucs sont super bien imbriqués. Il y a des vrais cerveaux à Bruxelles, c'est vrai. Merci beaucoup. Donc là, on va un peu se projeter dans l'avenir et réfléchir aux perspectives. Comment vous voyez l'évolution de l'identité numérique dans les prochaines années? On en a déjà un petit peu parlé, mais peut-être refaire un focus sur l'impact de la crypto post-quantique et puis regarder quelles seront les nouvelles applications, notamment autour des convergences européennes. Alors, je vais pas ouvrir le sujet post-quantique parce qu'on en a parlé entre les deux tables rondes et puis je l'ai remis tout à l'heure sur le sujet. Je vais essayer de projeter un peu les usages qu'on pourrait avoir dans le futur au-delà du monde bancaire. Déjà sur la partie administration, il y a des gains considérables de fluidification depuis le devoir de citoyen de vote, le vote électronique qui n'existe pas tant que ça, on va dire, en France aujourd'hui et qui pourra peut-être résoudre des problématiques d'engagement, des problématiques de disponibilité, jusqu'à fluidifier des processus. Si on compare par exemple avec ce qui s'est passé avec les impôts ont en 15 ans complètement digitalisé leur process. Ça a été un véritable succès. Moins d'erreurs, ça coûte moins cher pour le contribuable. Ce service-là, pour une meilleure qualité de service rendu, semble-t-il, et ça a été rendu possible parce que l'impôt fait le broker d'aller chercher toutes les données qui nous intéressent en fait. Demain, on pourra envisager qu'avec ce wallet et l'ensemble des attributs qu'on puisse accepter de partager, un certain nombre d'organismes comme la CAF, comme la sécurité sociale, qui ont besoin d'aller croiser certaines informations en nous demandant notre consentement, puissent le faire au travers de l'utilisateur lui-même. Ça change, on passe d'une vision un peu plateforme centrique à une notion de utilisateur centrique. L'utilisateur est au centre du croisement de ces données, mais toujours avec son consentement. On pourrait envisager ça dans le domaine médical avec le fameux dossier médical numérisé, qui est un vieux serpent de mer qui porte des questions qui pourra y avoir accès. Voilà, globalement, il pourrait être de cette manière plus ou moins accessible au travers du wallet, avec une vision aussi j'ai pas dit le tableau lorsque le médecin délivre les ordonnances numérisées, et de sortir de ces ordonnances papier qui sont perdues, qui doivent des fois être renouvelées, des choses un peu comme ça. Dans le monde de l'immobilier, rien que le fait d'accéder à un bail et de partager un ensemble d'informations, aujourd'hui il y a quelques premières choses qui sont mises en place, mais demain on pourra aller au-delà et fluidifier toute cette activité. Dans le monde de la mobilité, du transport, effectivement, notre identité deviendrait un titre de transport à part entière, aussi bien dans le monde de l'aviation que dans le monde du train, sans aucun problème. Dans le monde de l'énergie, tout ce qui est souscription de contrats, EDF, le gaz, voire même de la téléphonie, on pourra avoir des signatures sans ambiguïté de qui engage un certain niveau de contrat pour un certain lieu, des choses un peu de ce type. Donc, j'ai un premier panel, on pourrait le faire au niveau du monde aussi associatif, lorsqu'on fait des dons financiers, tout un tas de choses un peu comme ça, où on voit qu'il y a un panel d'usages qui sont très segmentés, et on se dit, et encore on n'a pas inventé les cas d'usage qui vont croiser tous ces segments entre eux pour apporter de la nouvelle valeur. Si on donne un petit exemple, on a fait un pilote avec l'association du transport aérien l'année dernière, et pour vous donner une petite idée, parce qu'on est en train de parler de numérique, mais ça va aussi marcher dans le monde physique. C'est aussi quelque chose, ceux qui ont France Identité savent qu'ils peuvent prouver leur identité dans le train en affichant un code barre sur leur téléphone, ça fonctionne. Le schéma qui est imaginé là aujourd'hui pour quand vous allez prendre l'avion, c'est que tout va être dans votre téléphone. Quand vous allez faire votre booking, votre confirmation de réservation, vous allez transférer la photo de votre visage à l'aéroport de départ et à l'aéroport de destination. Et l'objectif des transporteurs, c'est de vous faire un onboarding totalement sans friction. C'est-à-dire que vous allez rentrer. Vous savez qu'il y a j'imagine que je dévoile aucun secret, mais il y a des caméras partout dans les aéroports. Et vous allez passer
tous les contrôles, tous les gates comme ça, parce qu'en fait, vous avez transmis votre photo, votre identité, votre destination, et vous allez passer absolument tout comme ça. Vous allez aller au duty free shop, vous allez présenter au moment de payer, on vous demandera en même temps que vous payez, on vous demandera votre destination pour savoir si vous avez droit ou pas à la détaxe. Tous ces machins-là sont faits pour que l'utilisateur contrôle ce dispositif-là et que ça lui simplifie beaucoup la vie par rapport à ce qui est à l'expérience qu'il a aujourd'hui. Avec le bon niveau de vigilance sur le partage des données personnelles, tout ça, ça doit fonctionner. Jérémy, peut-être pour compléter sur les nouvelles applications. Oui, donc on a parlé des usages entre utilisateurs et services, on va dire professionnels, mais on peut aussi lister des usages, on va dire, de citoyen à citoyen. Typiquement, vous vendez votre véhicule en direct, vous avez besoin d'informations, on n'a pas besoin de tout communiquer non plus, et donc va se poser la question de l'interopérabilité. Donc c'est vraiment des sujets d'innovation sur lesquels concrètement, mécaniquement, comment on va faire transiter les informations de manière sécurisée entre des services et justement permettre d'aller vérifier l'identité de la personne que j'ai en face de moi, sans forcément récupérer son adresse, ce qui n'est pas utile à ce moment-là, vérifier que il est solvable, ce qui a été mentionné tout à l'heure, et qu'il va avoir justement les fonds nécessaires pour acheter mon véhicule. Donc, on va avoir une généralisation de ces cas d'usage. Et un autre élément, donc tout à l'heure, on parlait du partage d'attributs. Aujourd'hui, la mécanique qui est derrière, c'est quelque chose qu'on utilise déjà tous les jours, tous. Quand vous voulez accéder à un service, par exemple, et que vous cliquez sur le bouton Gmail ou Facebook, vous êtes redirigé sur une page d'authentification et donc ça va vous permettre d'accéder à un service sans avoir à créer un nouveau compte. Aujourd'hui, il y a toujours l'implication d'un tiers qui va être un petit peu le garant de confiance de la transaction et qui va chapeauter tout ça. Dans un futur assez proche, et les premiers cas d'interopérabilité et d'implémentation sont déjà en cours, ce qu'on va pouvoir faire, c'est partager nos attributs d'identité, mais de pair à pair. Ça veut dire que je vais envoyer directement mes éléments d'identité au service en question, sans avoir l'implication d'un tiers durant la transaction. Donc ça va vraiment permettre d'assurer, on va dire, le côté anonyme, et aujourd'hui, personne ne va être au courant, par exemple, que je suis en train de m'authentifier sur tel site. Ok, merci. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin avant qu'on prenne les questions dans la salle ou à distance? Je vais bien commencer. Moi, je vois ce sujet comme à la fois un challenge et une opportunité. Le challenge, c'est en fait, il y a un espèce de game changer au niveau d'un écosystème qui doit comprendre que il doit placer l'utilisateur et ses capacités de consentement au centre de ses réflexions pour créer des nouveaux cas d'usage. Et que globalement, il ne doit pas réfléchir au loan de la petite banque qu'il est. Il faut peut-être voir tout le secteur bancaire, voire même dépasser son segment, on va dire, d'habitude et voir beaucoup plus loin pour proposer des services à forte valeur ajoutée. Et ça, c'est pas effectivement dans la culture française, Marc, tu l'as dit. Il y a un réel repositionnement culturel et intellectuel pour créer une vraie démarche à valeur ajoutée. Et après, il y a une vraie opportunité parce que les premiers qui vont se positionner là-dessus vont être un réel différenciateur. Parce que finalement, on est en train de dire qu'on va standardiser et normer dans les 5 à 6 ans à venir, peut-être plus, un ensemble de processus pour proposer une nouvelle façon de travailler de manière beaucoup plus fluide. Mais les 3 premières années, ceux qui se positionnent dessus vont non seulement bénéficier de ce différenciant, mais vont aussi écrire les règles du jeu. Les règles du jeu sur monétiser des attributs ou des informations pour transformer certains process et capter des nouvelles parts de marché. Oui, ça va vraiment être un grand changement de paradigme sur ce petit marché qu'est la vérification l'identité à distance. Je dis petit marché parce que c'est quand même un marché de quelques milliards. On va mettre l'utilisateur au milieu, c'est entre guillemets lui qui va décider, c'est lui qui va choisir. Ça va être un peu la première fois que les utilisateurs vont choisir l'outil qu'ils utilisent pour prouver qui ils sont. Et il va y avoir une vraie prime, je pense, à ceux qui démarrent assez tôt, bien évidemment en fonction de leur segment de marché, de leur segment de clientèle, mais je pense que tous les acteurs du secteur bancaire qui sont un peu
orienté tech et avec un public ciblé qui est plutôt technophile, ou en tout cas habitué à utiliser les outils numériques, il va y avoir une vraie prime aux premiers qui utilisent ce type de solution-là, parce que ça va vraiment changer énormément de choses pour eux. Et je pense que c'est un truc à pas rater. Et dans les discussions que j'ai, que ce soit avec nos clients ou avec d'autres acteurs de ce milieu-là, ce que je trouve un peu marrant, c'est qu'il y a un niveau de prise de conscience qui est encore assez faible sur le marché du fait que ça arrive, que c'est pour dans même pas 2 ans, ou même pas 3 ans pour la partie obligatoire. Et vu les cycles de développement dont on parlait tout à l'heure, hein, je veux dire, je suis pas sûr que toutes les boîtes soient suffisamment agiles aujourd'hui pour arriver à faire ça en 6 mois. Donc, je pense qu'il va être temps très vite de s'y mettre. Merci. Mot de la fin, Jérémy? Allez, un petit dernier. Moi, je reviendrai sur ce que j'ai mentionné au tout début. Et donc, ça va être la simplicité et la sécurité. Aujourd'hui, et ça a été mentionné à plusieurs reprises, l'utilisation des solutions, si elle devient laborieuse, un peu fastidieuse, clairement, personne va l'utiliser. On va toujours chercher un petit hack, un détournement pour s'en passer, tout simplement. Et on l'a vu avec Francis d'identité numérique, il y a eu des cas d'usage qui nécessitaient à chaque fois l'emploi, par exemple, du document d'identité plus le code PIN de la carte. On l'a vu, c'était pas nécessaire. Si je veux m'authentifier 15 fois par jour sur un site web, j'ai pas envie de faire ça. Donc, il va falloir être réactif à l'écoute des utilisateurs pour justement rendre tous ces parcours d'utilisation le plus simple et donc penser toujours expérience utilisateur. Le deuxième point, c'est sur la sécurité. On a mentionné la menace quantique. Voilà, il y a à la fois proposer des solutions techniques qui vont permettre de sécuriser tout l'écosystème, anticiper le futur, justement avec les technos post-quantiques, et il y aura aussi un phénomène d'acculturation, donc d'expliquer en quoi aux gens justement comment on va sécuriser tout ça, et que ce sera pas au détriment justement de cette expérience utilisateur. Donc il y aura un compromis à trouver entre les deux, entre la simplicité d'usage et la sécurité. Ok, ben merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance? Merci. Je voulais simplement, au niveau culturel, parce que vous dites qu'il y a une évolution très rapide de tout ce qui est informatique, informatisation. La population française vieillit de plus en plus. Et on voit que même, par exemple, sur les impôts, qui voulaient digitaliser le tout, et du revenir en arrière, parce que certaines parties de la population n'étaient pas capables, ou n'avaient pas les moyens, n'étaient pas capables de le faire. Moi, je vois pas, bon, je suis pas un spécialiste informatique, mais je veux dire, hier, j'ai dû regarder, faire une déclaration au niveau des impôts. J'avoue que j'ai transpiré pour arriver à trouver le site et autres. Alors, comment vous voulez me faire passer où il y a une accélération dessus au niveau d'une population qui n'est pas forcément familiarisée avec l'informatique? Est-ce que c'est pas un véritable problème? Je vais commencer. On n'est pas à l'abri d'avoir une fracture numérique, comme l'aurait dit un de nos anciens présidents. Comme toute transformation qui a été faite, c'est-à-dire que je prends la pire des pires qui était Minitel, on a eu la même problématique dans l'ancien temps. Il y aura un degré d'acceptation dans le temps et ça va y aller par cercle concentrique. Forcément, les populations les plus jeunes risquent rapidement prendre la main sur de technologie, mais sur les plus âgés auront de la réticence et il va falloir que les deux mondes pendant un certain temps. Et on n'est pas à l'abri effectivement d'une transformation qui va prendre peut-être une génération. Puisqu'on sait quand même que même si l'usage numérique, l'IA devrait permettre, on va fluidifier l'accès aux populations les plus âgées, ça reste quand même une barrière d'outillage qui est en dehors de leur monde et qui pourra prendre un certain temps, voire même qui ne sera pas à leur portée. Et ça sera peut-être pour la génération d'après. Après, court terme, en attendant que si on a une génération à traiter, il y a, dans le règlement européen, il est prévu de pouvoir déléguer un mandataire pour faire un certain nombre d'actions. Et il y a un beau boulot qui est fait en France, alors peut-être pas avec tous les moyens qu'il faudrait, etc., avec des trucs qui s'appellent les maisons France Service,
ou les gens qui n'arrivent pas à utiliser ce type, parce que c'est pas trop, le problème, ça va pas être trop l'utilisation de l'identité numérique en tant que telle, parce qu'honnêtement, c'est pas très compliqué à utiliser. C'est les services qu'il y a derrière. Je suis d'accord avec vous, même si c'est super bien fait, la fiscalité française est compliquée et quelquefois une déclaration d'impôt, c'est compliqué à faire. Il y a toujours ce moyen qui est de se rendre sur place, petit 1, ou petit 2, de demander à quelqu'un, de déléguer à quelqu'un le droit de le faire à votre place. Et en spécifiant bien pour quel service et pendant combien de temps, bien sûr. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui sortait de l'école, qui était tout, et qui m'a dit qu'il avait 23, 24 ans. Et j'ai discuté avec ma nièce qui en avait 12, elle m'a dit on n'est plus la même génération. Donc une accélération, est-ce que comment les tranches d'âge vont pouvoir s'acclimater à une accélération qui est de plus en plus rapide? Vous parlez des tranches d'âge des jeunes ou des âgés? Est-ce que les jeunes, ils sont dedans, ils vivent dedans, hein? Bon, on ne va pas dire là, mais c'est une personne bon, qui était sortie d'une bonne école, qui m'a dit, bon, qui sortait, qui avait 23, 24 ans. Elle m'a dit, j'ai discuté avec ma nièce qui devait, si j'ai bien compris, autour de 12 ans. Elle m'a dit, on n'est plus la même génération. Elle m'a dit, je sens que ce n'est plus la même génération. Je pense que c'est qu'un cycle continuerait. C'est-à-dire que c'était vrai il y a aussi 10 ans. Oui, bien sûr. On a une accélération de l'évolution technologique qui est évidente. Voilà. Il faut s'y adapter. Après, force est de constater que les gens l'adoptent de plus en plus vite aussi. Je ne suis pas très, très inquiet. C'est-à-dire que regardez le temps qu'il a fallu pour que le Minitel soit un truc de masse, le temps qu'il a fallu pour qu'Internet soit un truc de masse, le temps qu'il a fallu pour que les téléphones portables. Souvenez-vous qu'il y a 17 ans, il n'y avait pas de smartphone pratiquement. Maintenant, tout le monde en a un, y compris la nièce de 12 ans en question. C'est peut-être une question. Mais les gens se sont acculturés à ça. Et je dirais presque, sur Facebook, vous avez tout le monde. Ça prouve que c'est facile, c'est faisable de faire un service qui est accessible à tout le monde. De la mamie du Cantal à la nièce de 12 ans. Eh ben, elle est déjà sur TikTok, c'est vrai. On a une question en live, si vous voulez. Les mairies refusent de donner de nouvelles cartes d'identité si l'ancienne n'est pas périmée. Alors, comment va se faire le déploiement pour 2026? Alors, déjà, je ne vais pas parler à la place de France Titrin, qui fait un super boulot avec France Identité. Je pense que ça va devenir possible. Si ce n'est pas déjà fait, je pense que ça va être possible de demander le remplacement de sa carte d'identité avant son expiration. Donc ça va être faisable. Après, oui, de toute façon, d'un point de vue matériel, je pense qu'il n'y a pas... l'État n'a pas les moyens de donner une nouvelle carte d'identité à tous les Français d'ici à 2026. En termes d'engorgement et de production et de délai de rendez-vous dans les mairies, je pense que ce n'est pas possible. Mais il y aura des solutions alternatives. Il n'y aura pas que France Identité comme wallet pour la France. Ne serait-ce que parce que France Identité ne traite que la nouvelle carte d'identité, ne traite pas l'ancienne, et il ne traite pas les titres de séjour non plus, alors que l'État a obligation de fournir un wallet aussi aux résidents français qui ne sont pas des citoyens européens. Donc, j'avais l'intention de poser cette question plutôt en privé, mais comme vous l'avez abordé sur la partie des wallets, enfin une 60aine de wallets en Europe en termes de vision, et en France, France Identité, effectivement, qui ne s'adresse qu'aux personnes qui sont éligibles, donc avec cette nouvelle carte d'identité, on voit le peu d'enthousiasme et de prise en compte des services régulés aujourd'hui sur cette obligation, et il y a finalement assez peu de projets qui sortent. Nous sommes, Lumines en l'occurrence, promoteur d'une solution aussi d'identité numérique avec un wallet A3BC exactement. Comment est-ce que ces wallets alternatifs
sans modèle économique aujourd'hui, et je vous rejoins sur la qualité du travail de France Identité, mais qui se limite aujourd'hui et qui n'a pas clarifié de modèle économique. Et est-ce que, d'après vous, qui êtes dans ces sphères depuis très longtemps, on pourra bénéficier d'identités élevées dérivées, c'est-à-dire pouvoir s'appuyer sur un onboarding d'une application dite régalienne France Identité pour déployer des services de manière plus agile et qui correspondent à différents verticaux. En l'occurrence, on est dans l'intérim en production. Alors la réponse est très clairement, la réponse est oui, et il n'y a pas d'ambiguïté du côté de France Titre. Hein. C'est-à-dire que et même de toute façon d'un point de vue réglementaire, ce que vous avez dans votre wallet, c'est à vous et vous pouvez le transférer dans un autre. Donc c'est typiquement le wallet TrustMe, c'est ça, développé par A3BC. Il pourra recevoir des credentials qui viennent d'ailleurs. Et donc vous pouvez parfaitement initialiser TrustMe à partir de France Identité. Et je vous engage à vous rapprocher de France Titre pour signer une convention avec eux pour pouvoir le faire. Mais c'est déjà possible. Nous, on l'a fait. DocaPost l'a fait aussi. Je pense que plusieurs sociétés ont déjà signé des conventions avec France Titre. Ils ont pas de vision monopolistique du truc. Hein. Ils veulent juste établir un truc qui garantit aux Français une solution qui fonctionne. On a fait le tour des questions du coup. Bon merci beaucoup. Je pense qu'on peut clôturer cette deuxième table ronde. Merci à tous.